Si c'est bon Retrouvez là. toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement. Mon Paris FM. Victoire obligatoire, quelle que soit la manière, selon le sélectionneur. On peut disserter, il n'y a qu'une chose, Son équipe n'a pas le droit à l'erreur. c'est le résultat. Encore faudrait-il pour cela qu'il commence à jouer au football, ce qui n'a pas vraiment été le cas. Vous suivez Au bout du foot avec Malik Edi et toute sa team. Chaque lundi, 20h30, 22h sur monparisfm.com. Superbe passe, un coup de tête magistral, ça pouvait venir, fabuleux. Qui marque à la dernière minute. Le stade est en train d'exploser. Ça sent la folie. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Oh putain. Oh là 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 là. Salut à toutes et à tous, amis sportifs, amis du football, bien le bonsoir. Vous êtes en direct sur monparisfm.com, la radio, et Montparis FM YouTube tout simplement. Hein. C'est la première aujourd'hui de notre émission Au bout du foot en direct sur YouTube. Jason Lindor, partie technique, Léonard est partie technique, et notre ami Kali également, partie technique. Ensemble avec vous, les amis, pendant 90 minutes, nous allons parler foot, essentiellement foot, 100% foot sur les ondes de Montparis FM. Et puis, si vous avez des amis, dites-leur tout simplement de se connecter via la page YouTube Montparis FM. Avec moi ce soir, l'ami Lucas. Salut Lucas. Ça va Malik? Ça va et toi, bien? Super, beau week-end de foot. Beau week-end de foot? Ouais. Bah écoute, tu plantes le décor. Salut Abou. Salut Malik. Ça va aussi bien? Ça va pas, j'ai été traumatisé par Stéphane en début d'émission. Il a dit qu'il fallait que je revoie mon éducation et tout. Ça a parlé de mon père, moi je suis c'est pas trop bien. tard, c'est trop tard, c'est trop tard à vous. Mais puisqu'il tient le micro, salut Stéphane. Salut à vous, moi ça va nickel, mais bon je pense pas avoir vu un très beau week-end de foot, mais sinon ça va. Bah tu vas nous dire ça dans quelques Heureusement, instants. il n'y a pas que ça. En tout cas, il y a Elad qui est à côté de toi, je suis sûr qu'il va te contredire. Salut Elad. Salut Malik. Bien la forme? Ça va, super. Bon week-end de foot aussi ou pas? Ouais, bon week-end de foot pour moi. J'ai vu un beau match en PL entre Liverpool et Tottenham. Moi, ça. Exactement. Ouais, mais Liverpool, il n'y a plus rien à gagner quelque part. Oui, mais quand même, il y a de bien finir quand même pour Jürgen Klopp. Je pense que c'est important. Bon, n'est-ce pas, bien finir sans être champion alors qu'on était à deux doigts, est-ce que c'est bien finir? On peut pas toujours finir champion, ils ont déjà pris des titres. Jürgen Klopp sur son année, il a fait un travail remarquable, ce qu'on ne pourra pas lui enlever. Du coup, moi je pense que finir en beauté quand même si c'est troisième, avec beaucoup de points, parce qu'on sait qu'en PL, le championnat il est très compétitif et c'est très difficile. Je pense que c'est quand même bien. Et puis j'ai mon premier ministre à côté de moi. Salut Alex, l'homme du Barça. Ça va Alex, la forme ou pas? Ça va Malik. Bien la forme. La forme, je sais pas, toujours en dépression, mais. Mais c'est bon, ça y est, ça fait un moment que le Barça est éliminé. Bah oui, mais ouais, c'est la défaite d'hier encore. On offre le titre au Real Madrid, donc là c'est toujours compliqué quoi. Bah, hier, il y avait une petite remontada là encore hier. J'ose même pas dire ce qu'elle a déjà dit dans le groupe. Il a utilisé un vocable là qui est tellement grossier que j'ose même pas le répéter à l'antenne. Non, il n'était pas grossier. C'était clair, franchement, c'était français quand même. C'est du bon français. Merci les gars en tout cas d'être là. Et tout de suite maintenant, vous avez l'habitude les amis. On va commencer cette émission avec votre 30 secondes chrono. Chacun de nos experts délivre son moment phare du football en seulement 30 secondes chrono. Un tour de table rapide et très passionnant ma foi. C'est parti. 30 secondes chrono, on va commencer avec toi mon cher Elad. Je savais Malik, je sais pas pourquoi t'as commencé par moi, parce que tu vois j'étais... Ah t'as oublié ton 30 secondes? Ouais, j'ai oublié mon 30 secondes, je suis en train de le rechercher. Est-ce qu'on peut passer on va passer avec Lucas alors. Ok, moi je voulais parler du titre. Du coup on va reprogrammer le 30 secondes parce que là, il a bouffé les 10 secondes de Lucas là. Je veux mon temps de parole s'il vous plaît. On va chez Lucas, 30 secondes pour toi. Ouais, donc je disais que 3 ans après son dernier titre en Liga Sagres, le Sporting Portugal est à nouveau champion. C'est leur 20e titre. C'est la récompense du travail de Ruben Amorim qui a mené ce club d'une main de maître depuis 4 ans et de Victor Gyökeres, l'attaquant suédois qui a mis 27 buts. Mais je veux quand même souligner le travail d'Amorim qui est exceptionnel et qui, même s'il est courtisé un peu dans toute l'Europe, a annoncé qu'il resterait pour être 2 fois champion d'affilée, ce qui n'est pas arrivé au Sporting depuis les années 50. Et je trouve que c'est un bon signal que les coachs restent, comme De Zerbi, comme Xabi Alonso. Ça me fait plaisir. Est-ce que vous souhaitez réagir là-dessus, les amis? Sinon, bascule tout de suite avec Abou. 30 secondes chrono pour toi, mon cher Abou.
Ouais, Malik, au lendemain de la finale de la Ligue Europa, la presse italienne n'a pas caché son admiration pour la ferveur olympienne. La Gazzetta dello Sport évoquait une différence de taille avec Anfield. Je ne sais pas combien de stades en Europe ont une ambiance qui se rapproche même de celle du Vélodrome. Pour gagner ici dans une telle ambiance, on a le sentiment qu'ils font un véritable exploit. Anfield ressemble à une bibliothèque en comparaison, écrit un journaliste italien présent au stade. La Corriere della Sera parle d'une ambiance unique en Europe. La Nazione évoque de son côté l'enfer acoustique du Vélodrome. Gasperini, le coach de l'Atalanta, c'est un stade merveilleux, très beau. Le bruit, ce qu'il donne à son équipe, ça leur offre quelque chose de plus. Ce n'était pas facile dans cette atmosphère. Vive le stade Vélodrome et vive les ambiances folles comme ça. C'est qui parle, le journaliste ou le supporter là? C'est le journaliste neutre, Malik. L'observateur. C'est bien ça. L'observateur neutre. L'ambiance du stade Vélodrome, les amis. En fait, c'est pas nouveau. Hein. Non, c'est pas nouveau, bien sûr. C'est une ambiance exceptionnelle, mais de la part de la presse italienne, c'est une façon aussi d'expliquer quasiment que l'Atalanta, leur équipe, a fait un exploit à Marseille en arrachant le match nul, en disant que c'est impossible à jouer dans cette ambiance, c'est très très compliqué. Donc je n'accorde pas énormément de sincérité. Non mais moi j'ai rien dit. Pour le coup, moi Malik, j'étais au stade, j'étais présent de la première à la 95e minute au stade, j'étais en virage nord en plus. Observateurs, ils m'ont mis en virage, ils m'ont dit faut que je regarde comment ça se passe là-bas. Ouais. J'étais en virage nord et vraiment ça ne s'arrête pas, c'est juste incroyable. Ça s'est peut-être tué pendant 3 minutes quand ils ont ouvert le score, mais sinon ça s'arrête pas. Et il y a un moment donné, tout le monde est unanime. À chaque fois que quelqu'un vient au Vélodrome, il dit ça. Tu peux pas dire, Stéphane, que tu prends pas en compte ce que les journalistes italiens disent. Je n'accorde aucun crédit à ce qu'ils disent, mais maintenant j'accorde du crédit pour te calmer, mon ami. Parce que moi je pense. On va avancer, les amis. Non, parce que moi je pense qu'on n'a même pas encore déroulé le sommaire plusieurs fois au Vélodrome, que le Vélodrome et l'Olympique de Marseille est sans aucun doute, en tout cas déjà en France, la meilleure ambiance de France et très probablement une des meilleures en Europe. Mais faut-il encore avoir été Espérons qu'on aura cette même ambiance demain du côté du Parc des Princes. Hein. On va y revenir. Mon cher Alad, t'as retrouvé ton 30 secondes chrono? J'ai retrouvé mon 30 secondes. Ouais, c'est parti. Bah moi c'était du côté de Stuttgart qui ont battu le Bayern Munich encore ce week-end, qui enchaînent une très belle performance et franchement qui font un très bon, qui peuvent même finir deuxième, qui reviennent à 2 points du Bayern et qui peuvent finir deuxième, et ils sont assurés de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Pour cette équipe de Stuttgart, j'espère juste qu'ils arriveront à recruter un bon attaquant en sachant que Guirassy, je pense, partira la saison prochaine, et j'espère en tout cas. C'est quoi, t'as des infos à nous donner là-dessus ou quoi? Non, j'espère que non, il va partir, c'est assuré, il va partir, mais peut-être à United. Peut-être, voilà, il y a beaucoup de clubs qui le convoitisent, mais en tout cas, je voulais saluer leur parcours remarquable de cette année-là. Merci, l'ami El Hadj. Tout de suite et maintenant, le 30 secondes chrono de mon Premier ministre, Alex. Ouais, moi dans mes 30 secondes chrono, j'aime bien parler des championnats un peu plus mineurs, on va dire, et là je voulais parler encore du championnat turc, et Fenerbahçe qui est deuxième actuellement fait 0-0 contre Konyaspor, et donc du coup c'est les espoirs de titre qui s'envolent petit à petit pour Fenerbahçe, qui vont jouer d'ailleurs contre Galatasaray dans 2 semaines, et Galatasaray qui peut faire une saison incroyable à 100 points s'ils remportent leurs 3 derniers matchs, donc voilà, moi j'ai hâte de voir le déroulé et la fin de ce championnat. Merci cher Alex. Alors les amis, le programme il est tellement chargé qu'on va aller au pas de course tout de suite avec le sommaire. Au sommaire d'Au bout du foot de ce 6 mai, le 30 secondes chrono. Chacun de nos experts délivre son moment phare du football en 30 secondes. Le journal du foot par Lucas. Un tour d'horizon complet des dernières actualités du monde du football. Analyse des demi-finales de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain a-t-il flanché lors du match aller contre Dortmund? Quelles sont les attentes pour le match retour? Le Parc des Princes pourra-t-il être le théâtre d'une surprise? Nos experts partagent leur opinion. Avec une avance confortable, le Real Madrid peut-il déjà se considérer en finale? Ou est-ce que les Munichois de Thomas Tuchel renverseront-ils la vapeur? Rejoignez la discussion sur Au bout du foot. Focus également sur les demi-finales de la Ligue Europa. L'Olympique de Marseille a-t-il dépassé les attentes? L'Atalanta a-t-elle été surévaluée? Analyse du potentiel de l'Olympique de Marseille pour atteindre la finale lors du match retour. Également, dans cette Europa League, le Bayer Leverkusen, invaincu, a dominé l'AS Roma. Assiste-t-on à l'émergence du futur champion d'Europe? La question est posée. La question au bout du foot, à l'approche de l'annonce de la liste de Didier Deschamps pour les prochains matchs internationaux. Quels joueurs pourraient être les surprises de cette sélection? Quel choix
pour quel résultat? Suite à la séparation entre le Stade de Reims et son entraîneur Will Steele, Habib Beye pourrait-il être le candidat idéal pour prendre la relève? Nous explorons les implications et les attentes autour de ce potentiel changement. Au bout du foot, commentaires, analyses, décryptage, pronostics, l'essentiel de tout le foot en 90 minutes. Bienvenue. Merci, cher Jason, pour ce sommaire, un sommaire riche, hein, vous l'aurez imaginé. On va enchaîner tout de suite avec notre ami Lucas. Lucas, c'est ton journal. C'est mon journal. Ah, tu dis quoi? Aujourd'hui, je voudrais dire adieu à César Luis Menotti. Ancien footballeur et sélectionneur de l'Argentine, César Luis Menotti est décédé ce dimanche à l'âge de 85 ans. Vous avez sûrement vu sur les réseaux sociaux les hommages de Guardiola, Lionel Messi et d'autres gloires du football. C'est parce que Menotti était une authentique légende. Connu pour avoir remporté la première Coupe du Monde du football argentin en 1978, Menotti était beaucoup plus que ça. C'était un romantique, un passionné du jeu et un vrai rebelle. Après une carrière de footballeur assez anecdotique, passée entre l'Argentine, les États-Unis et le Brésil dans les années 60, c'est comme entraîneur qu'il va façonner sa légende. D'abord champion d'Argentine avec Huracan en 73, il prend la tête de la sélection argentine en 74. Loué pour la beauté du football que développent ses équipes, Menotti va aussi se faire des ennemis, notamment pour ne pas avoir sélectionné un jeune de 17 ans lors de la Coupe du Monde 78, un certain Diego Armando Maradona. La victoire lors de cette Coupe du Monde à domicile va lui apporter beaucoup de crédit, qu'il perdra suite à l'élimination de l'Argentine dès le premier tour du Mondial 82. Démis de ses fonctions, il part entraîner le FC Barcelone puis l'Atlético Madrid pour des résultats mitigés. Par la suite, il connaîtra des expériences dans les plus grands clubs argentins, mais aussi en Italie ou au Mexique, sans toutefois réussir à gagner de nouveaux trophées. Mais les titres, ce n'est pas forcément le plus important pour cet obsessionnel du jeu, qui voulait avant tout que ses équipes développent un football offensif et créatif. Une anecdote résume assez bien le personnage. En 72, alors que son Huracan mène 2-0 à la mi-temps d'un match de championnat, Menotti, peu satisfait du spectacle proposé, dit à ses joueurs « Si au bout de 15 minutes, vous jouez encore comme ça, c'est que je ne sers à rien dans ce groupe, donc je me lève, je m'en vais et je ne reviens plus. » En effet, Menotti fait partie de cette caste que l'on ne peut réduire à des chiffres ni à un palmarès. Menotti, c'est un style de rebelle, avec ses cheveux longs et sa cigarette au bec. C'était surtout un sympathisant communiste revendiqué, à une époque où la dictature militaire argentine ne se privait pas pour enlever, emprisonner ou tuer ses opposants. Menotti, c'est surtout un des influents penseurs du football, qui a servi d'exemple à des coachs comme Bielsa ou Guardiola, qui étaient d'ailleurs venus le consulter avant de commencer sa carrière d'entraîneur. Menotti, c'est enfin un esthète, qui a longtemps été opposé au très pragmatique Carlos Bilardo, qui n'avait foi que dans le résultat, un peu comme une opposition Mourinho-Guardiola dans les années 70-80. Bref, César Luis Menotti est mort le 5 mai 2024, mais son héritage, lui, est éternel. Merci, cher Lucas. Stéphane, j'imagine que ça te fait réagir. Bah, un petit peu, non, c'est sûr que c'est quelqu'un qui est... Ça fait partie de ces entraîneurs qui pourraient plus exister, qui n'existent plus aujourd'hui, parce que sans les résultats, sans les Bielsa. Voilà, qui a du mal à... Qui a du mal, oui, mais il a eu beaucoup de mal, notamment à Marseille, à Leeds, ça a bien marché, mais c'est quelqu'un qui surtout plutôt un inventeur du foot, un philosophe du foot, quelqu'un, bien sûr, d'exceptionnel, qui a développé plein de choses, qui a mis plein de choses en place à son époque, mais qui, aujourd'hui, c'est vrai, il y a peut-être encore quelques rares exceptions, mais aujourd'hui, c'est quand même beaucoup la dynastie du résultat à tout prix, à court terme, et c'est aussi quelque chose qui a disparu aujourd'hui, malheureusement. C'est vrai, mais Guardiola, lui, se définit comme un descendant de Menotti, ouais, et de Bielsa aussi, et comme mais Bielsa beaucoup, lui aussi voilà, exactement, exactement, c'est des gens qui ont laissé une trace incroyable. Maintenant, après, aujourd'hui, je dis aujourd'hui simplement, ce que tu as décrit là, un entraîneur qui fait passer d'abord le beau jeu avant les résultats. Je pense qu'en 2024, ça a une durée de vie dans des clubs très très courte. Alors, il faut peut-être le regretter, peut-être pas. Chacun fera ce qu'il a envie, mais moi, c'est juste ce que je pense. Merci les amis. Hein. Tout de suite et maintenant, on va rentrer dans la Ligue des Champions, la compétition des LAG, justement. On va parler des matchs retour des demi-finales de la Ligue des Champions, avec notamment le Paris Saint-Germain face au Borussia Dortmund et puis le Real Madrid face au Bayern Munich. C'est parti. Alors les amis, est-ce que le Paris Saint-Germain, déjà on va parler du match aller rapidement et puis on va se projeter ensuite sur le match qui arrive déjà demain. Est-ce que le Paris Saint-Germain a flanché tout simplement lors de son match
aller, mon cher Abou? Flancher, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, ils n'ont pas produit le match qui, selon moi, en tout cas, ils auraient dû produire. On a annoncé, en tout cas, le PSG favori de cette double confrontation sur le match aller et le match retour. Malheureusement, on se retrouve face à une équipe qui, sur le match aller, n'arrive pas à gagner ce match, avec une première mi-temps qui est un non-sens. Autant la deuxième mi-temps, elle ressemble à du football, autant la première mi-temps, c'est vraiment un non-sens de la part des joueurs du Paris Saint-Germain. Donc, flancher, ouais, elle a flanché sur 45 minutes sur 90. Et maintenant, pour parler de flanchement totalement, il faudra attendre la confrontation retour et voir ce que vont proposer les hommes de Luis Enrique. Mais en tout cas, sur ce match aller, il y a un goût amer à la fin du match. Eladj? Oui, bah pour moi, ils n'ont pas fait le taf. Pour moi, comme je disais la semaine dernière, ils devaient gagner aller-retour face à un Dortmund. Après, on a vu une très belle équipe de Dortmund, mais on pouvait s'y attendre. On a vu un Adeyemi et un Sancho très en forme. Très en forme. Je pense que ça faisait très longtemps qu'on les avait pas vus en forme, en tout cas de cette manière-là. Et un PSG, même si dans l'intensité dans l'intensité ça manquait un peu, efficacement aussi, notamment je repense aux occasions énormes loupées par Dembélé, par Fabien Ruiz, qui sont des tournants de match, même le poteau de Mbappé et le poteau de Hakimi juste consécutivement. Je pense que c'est des tournants d'un match et ce qu'ils font. Mais cela dit, les deux poteaux, si ça fait un but éventuellement, ça fait pas deux buts. Oui, non, mais j'entends à chaque fois dire on a fait deux poteaux. Non, c'est pour ça que je dis consécutivement. Sur la même action. Bah oui, c'est pour ça que je dis consécutivement, Malik. On comprend, consécutivement, ça veut dire ça s'est fait directement. S'il y en a un qui est rentré, c'est sûr que l'autre ne serait pas rentré. Voilà, mais c'est pour dire, en tout cas, qu'il y a eu beaucoup d'occasions. Et franchement, les plus grosses même, c'est les trois là que j'ai cités. Et voilà, franchement, pour moi, Lucho, il n'a pas fait un bon coaching. Voilà, aussi, il n'a pas fait un beau coaching. Il a vu un Fabien Ruiz un peu dedans. Franchement, Nuno Mendes, il n'était pas dedans du tout. Et je pense que tout ça fait partie de la gestion. Nuno Mendes, depuis qu'il est revenu de blessure, ok, on le préserve, on ne veut pas le faire jouer en Ligue 1, mais ça fait qu'il manque de rythme. Et dès que tu le lances dans un match de Ligue des Champions, bah, tout de suite, il se fait écraser par un joueur qui a l'habitude de jouer, et ça fait un moment qu'il est en train de jouer. Nuno Mendes, là, il revient d'une grosse blessure, faut qu'il joue aussi un peu, que ça soit même en Ligue 1, qu'il joue un peu. Ok, on peut pas éviter les blessures, c'est sûr. Ok, tu peux le faire jouer 60 minutes, 30 minutes, mais de là à ne pas le mettre directement dans le groupe, parce que c'est ce qu'on a vu récemment. Je pense que ça explique la mauvaise performance de Nuno Mendes. On en a vu d'autres. Wayerzer, Emery, il était pas très bon. Voilà, franchement, ça fait beaucoup de manque. Donc, est-ce qu'on peut dire justement que cette équipe du PSG a flanché, Alex? Non. Flancher, oui, au niveau auquel on les attend, mais finalement, même si la plupart des joueurs n'ont pas été au niveau, ils ont perdu seulement 1-0 à l'extérieur. Donc au final, ils ont flanché sur ce match-là, oui, parce qu'il y a eu des occasions ratées. Après, en fait, moi j'ai pas envie de remettre en question encore une fois, parce que là il y en a plein et je les vois venir. On va remettre en question tout le coaching de Luis Enrique, je sais pas trop quoi. Il y a juste eu des faillites un petit peu individuelles. Ouais, mais quand il fait rentrer Kolo Muani, on peut quand même s'arrêter là-dessus, non? Mais oui et non, parce que en fait, ça se joue sur des détails. La rentrée de Kolo Muani, elle est clownesque, ça c'est sûr. Mais s'il avait marqué, on aurait dit. Il a bien fait de faire rentrer Kolo Muani. En fait, moi, le seul avec truc les que je veux dire, on refait le monde. C'est ça que je. Avec les on refait le monde. Là, on prend que ce qui est factuel. Excuse-moi de te couper. Mais là, on prend juste ce qui est factuel. Il a fait un mauvais coaching. Il a fait rentrer Kolo Muani et il le fait rentrer à gauche. C'est pour ça que même quand je dis, par moment, je défends Kolo Muani, je dis, ok, il fait des mauvaises performances, mais regardez où est-ce qu'il joue. Une fois, il va jouer à droite. Une fois, il va jouer dans l'axe. Là, il a joué à gauche. Franchement. Comment tu veux être à l'aise? Un joueur déjà qui a du mal à se retrouver. À chaque fois, on te rentre sur le terrain, on te fait jouer à un autre poste. Comment tu veux être performant? Je te dis la vérité, pour moi, il n'y en a qu'un en partie qu'on doit incriminer sur ce match-là, c'est Kylian Mbappé, c'est tout. Non, en termes d'individualité, c'est lui. C'est son avis. Pour moi, c'est lui, parce que il y en a plein, ils ont crié sur Fabien Ruiz. J'ai vu des Fabien Ruiz, il aurait dû contrôler, je sais pas quoi. Les gens ils disent n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu reproches à Kylian Mbappé sur ce match? Mbappé, on le met numéro 9. Il refuse d'être à son poste de numéro 9. C'est pas Fabien Ruiz qui doit être à la récupération des centres, c'est Kylian Mbappé. C'est pas de la faute de Luis Enrique. C'est Kylian Mbappé qui fait le centre, c'est dur. Tu mets Kylian Mbappé numéro 9, c'est pas de la faute, c'est qu'il est pas bon de la tête. Sur l'action de Marquinhos, c'est pas lui qui fait. Sur l'action de Fabien Ruiz, c'est pas Kylian Mbappé qui fait le centre, c'est Marquinhos en une touche. Mais attends, dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que c'est 11. T'es un joueur professionnel. Fabien Ruiz, en fait, tu peux expliquer que Kylian Mbappé a mal joué, je le conçois, et ça, je suis d'accord avec toi, mais pour moi, ça n'a pas été le pire. Mais maintenant, on peut dire que Kylian Mbappé a mal joué, mais ça n'empêche pas l'autre.
Fabien Ruiz est un joueur professionnel. Il se retrouve à moins de 3 mètres des cages. Une tête aussi facile, bien sûr qu'il a il doit raté. la cadrer. Ah, on sait bien, il doit la dans cadrer. cette émission, on sait bien qu'Elag n'est pas très fan de Fabien Ruiz. Oui, Ça, c'est le moins Non, qu'on mais puisse dire. Oui, Stéphane, d'abord, est-ce que tu penses que le PSG a flanché sur la phase aller? Flancher, c'est pareil. Je dirais pareil qu'à vous. Le mot, je sais pas si c'est le mot flancher, mais en tout cas, a déçu et a raté son match. Et notamment, particulièrement, moi, je vais pas m'en prendre à, par exemple, particulièrement les 3 joueurs offensifs. Les 3 joueurs offensifs, pour moi, ils ont été... moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, Alexandre. Tout à fait d'accord. Hein. Ils ont été largement en dedans. Même Kylian Mbappé, je ne mettrai pas, pareil, le sujet dessus, parce que ça m'agace. Après Barcelone, le match aller, c'est tout le monde a tiré à boulet rouge sur Mbappé. Après ce match, c'est tout le monde tire à boulet rouge sur Mbappé. Il faudrait qu'il soit merveilleux. Mais effectivement, ça a été le premier à pas être bon. Maintenant, je peux juste apporter une explication, une analyse tactique et technique. Attention. Non, mais c'est vrai, je l'ai dit. Non, mais c'est rien. Stéphane arrive avec une analyse tactique. Là. Ça me paraît évident. Ouais. Pourquoi, moi, ce que je pense sérieusement, vous allez peut-être hurler, c'est qu'à une demi-heure de la fin ou à 25 minutes de la fin, quand il fait ses changements, Luis Enrique, il a surtout pas envie d'encaisser un autre but. Alors pourquoi il fait rentrer Kolo Muani à gauche et non pas Ramos, que tout le monde attendait, Ramos dans l'axe et qui décale Mbappé à gauche? C'est qu'il a Nuno Mendes qui est en souffrance pour défendre. Je pense qu'il était prévu, si jamais Lucas Hernandez ne se blessait pas, que Beraldo le remplace pour la dernière demi-heure. Il est en souffrance pour défendre. Mbappé ne défend pas. Le côté droit de Dortmund, il est assez fort et il veut pas prendre le risque de mettre Ramos dans l'axe et de mettre Mbappé à gauche qui ne défend pas. Mais moi, je peux te répondre. Moi, je peux te dire aussi, comme on dit souvent, la meilleure défense, c'est l'attaque. Voilà, oui. Bien évidemment. Si tu mets Mbappé à gauche, tu bloques aussi les offensives. C'est votre façon. Moi, je ne suis pas aussi. Je dis simplement. Il défend pas. Il met à 2 sur lui. Mais le gars il met à 2 sur lui dès qu'il touche le ballon. Pas tous ensemble. Là, tu parles quand ils ont le ballon. On laisse Stéphane finir. Moi, je suis pas en train de vous dire si j'étais coach, je suis pas, puis je fais confiance. J'aurais fait la même chose. Je suis pas en train de vous dire ça. Je dis simplement, je pense que c'est comme ça qu'il faut analyser le match. Quant à Fabien Ruiz, effectivement, les reproches, moi je dirais toujours une chose, c'est que Fabien Ruiz, entre guillemets, je trouve qu'il a été pas mal lynché par plusieurs médias après ce match-là. Son boulot avant tout, c'est de travailler au milieu de terrain, c'est pas de marquer des buts. Ce qu'il ne fait pas. Voilà. Ce qu'il ne fait pas. Du coup, alors qu'est-ce qu'il fait? Il a été moins, il a pas été nul. Qu'est-ce qu'il fait? Moi, pour moi, c'est pas un argument qui tient. Parce que là, on parle de lui et on manquait cette occasion. Non, mais parce qu'il était en situation de marquer. Non, mais d'accord. C'est aussi pour ça qu'on parle de son raté. Je suis d'accord. Il n'était pas dans le rond central quand il a manqué cette action. Et Dembélé, à ce moment-là, Dembélé, c'est quand même 10 fois pire. Mais bien sûr que Dembélé, c'est bien sûr. Mais personne, c'est 10 fois pire. Attends. Moi, je suis le premier à le dire ici et vous m'avez tout le temps dit non, Malik, non. Hakimi, c'est pareil. Mbappé met la balle sur le poteau. Mais quand elle revient à Hakimi, on peut pas lui en vouloir. Oui, on peut pas lui en vouloir. C'est un défenseur, Hakimi, il se retrouve avec un ballon qui arrive comme ça dans les 18. Moi, je peux pas lui en vouloir. Ce que je lui en voudrais s'il se faisait. Mais personne n'a décrié Hakimi. Non, je sais, mais on pourrait. Et pourquoi? On pourrait. Moi, je suis désolé. Non, mais ce que je veux dire, attends, je termine. Critiquer, je suis pas en train de dire Fabien Ruiz est bon. Critique Fabien Ruiz, mais juste simplement n'utilise pas le fait qu'il ait raté un but facile de la tête pour le critiquer, parce que c'est pas son domaine de compétence. Mais j'ai pas attendu ça pour le critiquer. Non, mais là, à l'instant, il y a le podcast. J'attends pas ça. On va laisser la parole à Lucas et ensuite on reviendra vers vous, Elad et Stéphane notamment. Lucas. Déjà, moi, je pense que Paris se voyait beaucoup trop beau avant le match. Et j'ai peur que d'ailleurs Paris se voit trop beau avant le match retour aussi. Dortmund, ça reste une équipe sérieuse. Il y a quand même, on sait que dans le foot moderne, le combat du milieu de terrain, c'est ce qui est très souvent décisif. Et ils ont montré qu'avec Sabitzer et Brandt notamment, ils avaient absolument rien à envier au milieu du PSG. Ceci étant dit, je pense aussi que s'il faut critiquer Fabien Ruiz, c'est pas pour son raté, c'est parce qu'il a fait un match qui était ridicule, comme souvent malheureusement, et que Luis Enrique le laisse 90 minutes sur la pelouse. Il y a aussi plusieurs solutions, je l'ai dit plusieurs fois dans l'émission, cette année Paris a un banc, Paris a des possibilités de changement, et je regrette vraiment que quelqu'un soit pas rentré pour enlever Fabien Ruiz de l'équation. Et sinon, ouais, c'est quand même une fight collective, c'est dommage et ça rend pas forcément optimiste pour la suite. La suite, justement, tu en dis, mon ami Lucas, on va parler de cette suite qui arrive déjà demain, mardi, le match retour justement face au Borussia. Les amis, quelles sont vos attentes?
Je vais commencer. Moi, je vais vous dire pourquoi je suis très optimiste. Que je suis optimiste, parce que très optimiste serait forcé, mais que je suis optimiste pour Paris. C'est qu'ils ont fait. Toi, t'as vu en fait Paris Saint-Germain battre le Barça, ça y est, t'es devenu supporter parisien maintenant. Non, parce que si vous avez suivi mes podcasts, depuis le début, j'avais dit que Paris allait se qualifier face au Barça. Mais bref, tout ça pour dire que, en fait, le match aller, Paris, on est tous d'accord pour dire qu'ils sont en grande partie passés à côté de leur match. Donc, alors que normalement, ils doivent être à un niveau supérieur de Dortmund. Et on est tous d'accord pour dire aussi que Dortmund a fait un bon match. Donc, à partir de ce moment-là, si Paris se met à son niveau, je pense qu'il n'y a pas photo sur Dortmund. Donc, c'est pour ça qu'en fait, moi, je suis plutôt optimiste. Moi, j'ai un bémol. Pour moi, ils ne peuvent pas faire pire, en fait, ce que je veux dire. Non, moi, j'ai un bémol. Je ne sais pas si c'est parce que nous, on est assis ici en plein Paris qu'on dit ça. Mais je vous ai même posé la question dans le groupe. Les amis, je ne sais pas, quand tu enlèves Kylian Mbappé, joueur vraiment de classe mondiale, il n'y a rien à dire. Mais tu prends l'effectif parisien, l'effectif du Borussia, tu les prends un par un. Je ne suis pas sûr que l'effectif parisien au-dessus, individuellement parlant, de l'effectif du Borussia Dortmund. Moi, je ne suis pas sûr. On va être 5 ensemble à te dire. Non, mais j'ai l'impression... 2 joueurs ou 3 joueurs, grand maximum de Dortmund qui jouent. Stéphane, je finis. En fait, j'ai l'impression que vous, ce qui vous... Tous les 5. Non, mais ce qui vous blague un peu, je pense, c'est peut-être le côté packaging du Paris Saint-Germain, le côté glamour, c'est Paris, c'est la capitale, machin. On dirait quelqu'un qui supporte un club. Mais ça, vous voyez, ça arrive. Merci à vous. À vous, c'est la voix de la raison. Moi, je suis convaincu de ce que je dis. On a ici c'est le seul qui est convaincu. On a ici un supporter de Barcelone, un supporter de neutre qui aime bien, on va dire, qu'apprécie plus l'OM que les autres. Est-ce que ici, d'après vous, combien de joueurs Mais c'est mon avis, les amis, vous n'allez pas me faire changer d'avis. Oui, non, mais c'est pour la personne qui écoute, quoi. Pour les gens qui écoutent, qu'ils aient quand même un avis un peu sensé, un peu expert, quoi. Il y a peut-être sur ce match, oui, peut-être sur ce match, effectivement, mais en général, sur l'effectif de Dortmund, on en a beaucoup parlé entre nous sur les réseaux. T'as quoi, grand maximum de 3 joueurs. Donnarumma, c'est comme ça. Moi, j'en vois 3. J'en vois 3. Je vois Schlotterbeck, c'est plus fort. Ça veut dire quoi, Sancho et Sabitzer. Dembélé a combien de buts? Moi, non, mais regarde un peu les choses en face aussi, les amis. Mais il joue. Mais non, là, Malik, on peut pas réduire 2 joueurs. Il y a 3 buts aussi à des C'est la même chose. C'est la même chose. Et ils n'ont pas un joueur dans leur équipe qui met 50 buts. On se donne rendez-vous demain soir, les amis. Non, quelles sont vos attentes? C'était ça la question initiale. Quelles sont vos attentes? J'ai ouvert une parenthèse. Moi, on va la refermer aussitôt. Moi, j'ai qu'une attente, c'est voir Kylian Mbappé à son niveau. C'est tout. Faire un match digne de lui pour son dernier match de Ligue des Champions. Et dans ce cas-là, ça va dérouler tout seul au parc. Au parc. Espérons au parc. Des attentes par rapport à ce match retour? Non, moi j'ai pas d'attente particulière par rapport à ce match. Moi je pense que ça va surtout. Moi en fait mon attente elle est pas tant sur les joueurs et sur le match en lui-même que sur les tribunes du Parc des Princes. Je pense que ça va être incroyable. Ça fait plus de 20 ans que le PSG n'a pas accueilli une demi-finale de Coupe d'Europe dans son stade, parce qu'on le rappelle, quand ils ont joué la demi-finale en 2020, c'était la saison Covid, donc il n'y avait pas de public. Donc moi j'attends du stade du Parc des Princes qui fasse du bruit, qui mette de l'ambiance. Et sur le match en lui-même, j'ai pas d'attente particulière. Paris doit juste être à son niveau, c'est juste ça mon attente. T'es en train de dire qu'il faut que le Paris Saint-Germain joue au Vélodrome, là? C'est ce que t'es en train de nous dire? Non. Si je m'en tiens à ton 30 secondes chrono. C'est trop puissant pour eux, le Parc des Princes, c'est bien. Mais, mais non, juste qu'ils soient à leur niveau et que Kylian Mbappé aussi soit à son niveau. Si Kylian Mbappé est à son niveau et que le Paris Saint-Germain est à son niveau, il n'y a aucun problème face à cette équipe de Dortmund, même si je pense que le Paris Saint-Germain va être éliminé. Ils sont en train de négocier, juste chez Portail, ils sont en train de négocier un potentiel envahissement de terrain. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Voilà. Mais non, mais dans les règles. Oui, non, mais moi, mais j'ai pas compris. Si Paris se qualifie, le club prévoit d'envahir le terrain, ils sont en train de le négocier avec. Pour fêter la qualification. Mais moi, c'est tout ce qui m'inquiète. C'est les déclarations de Luis Enrique quand un supporter lui demande qu'est-ce qui va se passer demain. Il dit on va gagner. Moi, c'est tout ça qui m'inquiète. J'ai l'impression que le PSG est persuadé que ça va le faire. Mais moi, je suis sûr qu'il va y avoir 4-0. J'avoue juste que t'es pas le premier à dire ça. Je suis mort de rire par les gens qui disent ça, parce que jusqu'à maintenant, nous, on en a ceux qui, en tout cas, suivent, apprécient, sont très neutres, mais observent, mais apprécient un peu plus le PSG que les autres clubs. On a tout le temps entendu, chaque année, on va pas y arriver, on va perdre. Et on a vanté, notamment avant le retour à Barcelone, Luis Enrique a dit, c'est jamais arrivé dans l'histoire du club qu'on perde le match aller, qu'on se qualifie, et ben on va le faire demain.
Il l'a dit, il s'est mouillé. Donc, aujourd'hui, je dis pas que c'est pas parce qu'il le dit que ça va arriver, mais c'est pour ça que et c'est pas pour ça on aurait pu dire il est trop confiant, ils vont se prendre une valise à Barcelone et tout ça. Simplement, c'est la bénédiction de cette année quand tu as suivi le club du PSG depuis notamment le rachat des Qataris, d'avoir un coach qui est comme ça, qui a un grand entraîneur, qui a confiance en lui. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent d'autre comme message? Que le PSG ne se voit pas trop beau avant ce match. C'est tout ce que moi j'ai à dire, Stéphane. Ils se sont vus trop beaux à l'aller, on a vu comment ça s'est passé. Les joueurs. Que le Paris Saint-Germain ne se voit pas trop beau avant le match. C'est toi je leur souhaite de se qualifier, mais qu'ils ne se voient pas trop beau. Ils ne sont pas vus trop beaux. Pour moi, c'est les médias qui les voient trop beaux, c'est pas le club. Mbappé l'a parlé aussi. Ils sont supérieurs à vous, tu peux pas leur reprocher d'être supérieurs à Dortmund. C'est ça. Mais attendez, ils jouent une demi-finale de Ligue des Champions. Vous voulez qu'ils disent quoi? Il y a des millions de fans, il y a des gens qui regardent et qui leur posent des questions. C'est pas une mentalité, putain. C'est mieux qu'ils disent on va gagner plutôt qu'on va perdre. Mais bien sûr. Tu te rappelles les vidéos? C'est inaudible. C'est inaudible, ça. Tu l'as vu, tu te rappelles les vidéos de Lucas, c'est inaudible. Ils ont perdu lamentablement. T'as vu les vidéos de Thomas Müller? Non, mais je ne dis pas. Les vidéos de Thomas Müller à l'époque où le PSG recevait le Bayern. Et ben voilà, et ils gagnaient. Ils nous marchaient dessus. Thomas Müller, quand il fait aller PSG, il se prend une humiliation avec un but de Marquinhos magnifique. Neymar qui les éclate aller-retour. Mais t'as toujours le risque de perdre. L'excès de confiance, l'arrogance de Paris, elle est pas rassurante. Je suis désolé. D'abord, je suis confiant, on va tout donner, on a les armes pour le faire. T'arrives avec des arguments, mais dire on va le faire, on va gagner, sans rien dire derrière. Ça peut être un excès de confiance. Mais moi, je suis désolé. Moi, je ne voudrais pas de l'avoir dit. Mais moi, je suis désolé. Mais bien sûr, bien évidemment que moi, je vais pas leur en vouloir. Comme Thomas Tuchel qui a dit à l'aller, il a dit Serge Gnabry, il va marquer. Je sais pas pourquoi, mais il va marquer. Serge Gnabry n'a pas marqué. Et quand les journalistes ont posé la question à Carlo Ancelotti, il a dit quoi? Il a dit Vinicius, il va marquer. Moi aussi, je pense que Vinicius, il va marquer. Vinicius, il a mis doublé. Bah, vous voyez. Est-ce que Tuchel l'est passé pour un con? Non. Pas vraiment. Non, pas vraiment. La plupart du temps, c'est un jeu. Ça se fait partout, dans tous les pays. Faut pas commencer. Maintenant, même si demain le PSG ils perdent, c'est normal. À l'aller, quand il a dit on va gagner à l'aller, on va se qualifier. Et ça n'a pas été. Qui l'a recensé après? Il l'avait dit, il l'avait prédit. Qui l'a dit? Personne. Faut arrêter de qu'est-ce qu'il va dire là? Bien sûr qu'il va dire qu'on va gagner. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise d'autre? Avant d'aller à Madrid, tu retiendras pas ça. Si Paris perd, tu le retiendras pas, franchement. Non. Honnêtement, non. Parce qu'il a dit ça, pas parce qu'il a dit ça. Je leur en voudrais parce qu'ils sont au-dessus, parce qu'ils doivent gagner. Mais parce que ça traduit quelque chose, ça peut traduire un excès de confiance, etc. Non, pour moi, c'est pas un excès de confiance. Pour moi, c'est juste une prise de confiance où logiquement, entre guillemets, pendant 10 ans, on a dit pendant 10 ans, les adversaires, on est là, ils sont meilleurs, ça va être personne n'a jamais dit ça à Paris. Ça fait 10 ans qu'il y a des excès d'orgueil à Paris. Tu rigoles ou quoi? Non, pas du tout. Tu rigoles ou quoi? Non, c'est plein de fois, mais bien sûr que si. Contre Chelsea, il n'y en a pas eu. Contre le Barça, il n'y en a pas eu. Contre le Bayern, il n'y en a pas eu. Contre le Real, il n'y en a pas eu. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y en a pas eu. Non, mais ça, c'est les gros matchs. Contre les équipes niveau Dortmund, il y a eu beaucoup. Mais en attendant, cite-moi un match où Paris s'est fait sortir contre une équipe plus faible. Avant le match retour, par exemple. Les amis, il y a des discussions croisées là, ça sert à rien. Avant le match retour, Dembaba est sur le qui élimine le PSG alors que Paris se voyait au-dessus. Il y a eu plein d'exemples comme ça. Peut-être au-dessus, mais c'était pas au-dessus. Bah ouais, donc ça peut arriver demain aussi. Non, mais c'est pas pareil. Et il l'a dit, Blanc, il a dit on est plus fort qu'eux, on va gagner. Je sais plus. Ah bah moi je suis sûr que non. En tout cas, l'excès de confiance, ça existe et attention à Paris, ils sont supérieurs. Moi, je suis en désaccord avec ce qu'a dit Malik. Effectivement, Paris a un effectif qui est supérieur au PSG. Ils doivent se qualifier, mais de dire comme ça, on va se qualifier de façon péremptoire, pour moi, c'est pas forcément productif. Je pense que la confiance, 80% des coachs te diront que la confiance est une valeur essentielle chez des sportifs. Chez des sportifs, c'est essentiel. Mais tu peux la garder pour toi, non? Je dis simplement, non, mais pas. T'es obligé de remotiver l'adversaire. Moi, je dis juste que moi, tu te motives toi-même aussi avant. Non, mais tu motives tes troupes en interne. Mais tu motives pas l'adversaire avec des déclarations officielles. Même les supporters, faut que les supporters quand ils vont au parc, faut qu'ils y croient. Ils y croient. Ils vont là-bas, ils vont dire on va gagner. Regarde, ils disent tous on va gagner. Les gars, qu'est-ce qu'il a dit Balerdi avant le match de jeudi? Il a dit on va aller là-bas pour gagner. Mais c'est pas parce que Balerdi a dit ça que c'est forcément quelque chose. Non, mais il a raison. Il a raison. Sauf que lui, les grands champions, ils ont raison de dire ça. Il y a la communication en interne pour manager ses troupes et tout ça. Il y a pas de souci. Après, il y a la communication officielle. Il y a quelque chose que tu dois mettre en place. Je vais assumer, mais Mbappé en ce moment, il assume pas beaucoup. C'est quand même beaucoup de matchs. Ça, c'est un joueur. Ça n'a rien à voir. Un joueur, il a pas tout un effectif derrière lui. Mbappé, il parle très peu dans la presse. Il a parlé cette semaine pour dire on va se qualifier de façon très sûr de lui, alors qu'il se met beaucoup la pression. Mais attends. Alors que ses performances,
Mais comme il a dit, il doit pas se cacher. Là, il dit on doit gagner, mais demain, tu trouves qu'il s'est Mbappé pas peut caché à être l'aller décisif. Si, mais attends, Ok, mais laisse-moi d'accord. terminer. Là, au retour, Mbappé peut être décisif. Si, J'espère qu'il le sera. c'est un joueur, s'il dit aujourd'hui on va gagner, on gagne. Il est de bonne humeur, il t'envoie une frappe à 30 mètres. Non, mais le gardien, il bouge Ouais, pas. bien sûr, Non, mais bien sûr. s'il Il veut va pas la décider d'un chercher, match, on il met sait un très doublé, bien. Oui, bien un sûr. triplé. Mais là, moi, c'est Il complètement. gagne. Les amis, il va falloir qu'on avance quand même malgré tout. Non, Le mais- Paris Saint-Germain, ça arrive déjà dès demain. Est-ce que vous avez des idées comme ça au niveau des compositions d'équipe? Ouais. Qui enlever selon vous Stéphane, ne me parle pas de Beraldo. par rapport S'il au te plaît, ne me 11 de parle pas départ, Beraldo. Moi, je sachant que, j'ai pas fini, sachant que Hernandez est blessé, Ouais, donc moi, forfait. je peux juste vous Stéphane. donner des informations, plus Oui. que des idées et des envies, Oui. que ça sera à Le quotidien du sport.fr, s'il à vous plaît. 99. Monsieur Desenclos Stéphane. À 99,9%, c'est donc Lucas Beraldo qui va jouer dans l'axe de la défense. À la place donc de Non, Lucas. de Hernandez, hein, ça il va Ouais. pas. Ce que appellent certains observateurs qui met Danilo, ça va être lui qui va jouer. Je précise. Moi, j'ai que je milité suis- toujours pour Danilo au Ouais, milieu non, de mais je terrain. dis Mais bon. pas, voilà. Et pour l'instant, à 99% aussi de chance, c'est le même trio d'attaque qui va débuter. Barcola, Mbappé, Dembélé. Donc ça veut dire Et il y a- que s'il y a Barcola, donc Mbappé toujours dans l'axe. Voilà. Et avec la petite, mais c'est du 75% pour que ça soit Fabien Ruiz qui débute, et il y a 25% que ça soit Kangingli qui soit plutôt aligné à la place de Fabien Ruiz. Ça, c'est juste de l'information de ce qui ressort mais Du coup, il alignerait la même équipe qu'à l'aller, avec à la seule différence Lucas Beraldo qui jouera à la place de voilà, Lucas ça Hernandez, serait ça qui a terminé. Et non, il y a un petit. C'est ce qu'a dit l'équipe ce matin aussi. Ils ont dit ça, l'équipe. Ouais, l'équipe ouais. a dit ça ce matin. Mais Zahir Emery n'est pas très en forme, il sera titularisé malgré tout. Voilà, comme Vitinha, comme peut-être même Fabien Ruiz, donc encore, alors que c'est vrai que je crois 9 personnes sur 10, quoi, il y a beaucoup, il y a les doutes restés pour tout le monde et pour les observateurs sur la place de numéro 4, effectivement, Danilo ou Beraldo, de défenseur central, le milieu, Kangingli ou Fabien Ruiz, et éventuellement après pareil devant, Gonzalo Ramos. D'ailleurs, en conférence de presse, là, quand il a été, pour moi en tout cas, avant même que j'ai ces informations en fin de journée, à sa conférence de presse, j'avais un peu compris quand les journalistes lui ont demandé est-ce que Gonzalo Ramos a une chance d'être titulaire demain. Il a expliqué que, en gros, entre les lignes, qu'il y avait des joueurs qui étaient très surprenants et très intéressants quand ils rentraient en jeu, mais qu'il demandait aussi beaucoup de choses aux attaquants. Voilà. Là, tu es d'accord avec cette probable composition? C'est pas ma compo, je non, précise. Probable composition. C'est les infos que j'ai. Je suis pas d'accord du tout. Qu'est-ce qui te... Beraldo. Moi j'explique en fait. Sans Beraldo demain, j'ai une confiance à 99,9% que le PSG se qualifie. Vraiment. Avec Beraldo sur le terrain, c'est du 50-50. Attention, imagine Beraldo, c'est lui qui... Moi je te dis selon moi. Et Beraldo, imagine Beraldo fait un doublé demain. S'il te plaît. Doublé de Beraldo demain. C'est pas son Et là, tu travail. viens plus au bout du Si je peux en placer, s'il te plaît, là, juste pour revenir là-dessus. Moi, Ouais, je suis Lucas. d'accord, je rejoins les incertitudes sur Beraldo, mais quand tu vois la saison que fait Danilo Pereira, alors que je l'aime beaucoup, franchement, ce serait pas plus rassurant. Moi, je te dis en tout cas. Mais Danilo, tu le mets du au milieu de terrain pour apporter un peu plus central d'effort. maintenant, c'est plus une question. Je réitère, si je peux aller jusqu'au bout, je réitère. Pour moi, c'est du 50-50 si Beraldo joue demain. Beraldo est le type de joueur qui peut nous causer un penalty à la 90e minute plus 3 minutes et nous faire éliminer. Beraldo est un joueur demain qui peut nous prendre un carton rouge dès la première mi-temps et on se retrouve à 10. Demain, Beraldo, j'ai vraiment peur. Quand je parle de Beraldo, j'ai vraiment peur. Je l'ai vu en direct. Je l'ai vu jouer sous mes yeux. C'était une catastrophe. Vraiment. Et depuis, Beraldo ne me rassure pas. Laisse-le s'acclimater aussi. Mais il n'y a pas de souci, je le laisse s'acclimater. Demain, ça se peut, Beraldo sera l'un des plus grands défenseurs du Paris Saint-Germain. Il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, ça n'est pas le joueur qu'il nous faut. Demain, je préfère prendre... Ok, il est peut-être plus catastrophique en ce moment, Danilo Pereira, mais Danilo Pereira est un joueur d'expérience où je pense que tu le mets avec quelqu'un serein de Marquinhos au défenseur central. J'ai plus confiance que Beraldo. Beraldo n'a pas de cerveau. Il n'a pas de cerveau. Non, mais réellement, il court sur le terrain. Il court sur le terrain bêtement. Non, mais excusez-moi, mais il court sur le terrain bêtement. Il court seulement pour courir. Lucas, je rejoins ce qu'a dit Elad sur l'inquiétude vis-à-vis de Beraldo. On l'a vu notamment en match aller contre le Barça, où il voulait absolument suivre Lewandowski, que Lewandowski gagnait tous les duels et qu'en fait on se retrouvait derrière en situation à 3 s'il derrière. respectait les consignes tout simplement. Peut-être, mais dans ces cas-là, il faut bien l'anticiper. D'ailleurs, Marquinhos a fait un peu la même chose au retour, sauf qu'il anticipait mieux. Il a peut-être des meilleures qualités d'anticipation et ça passait beaucoup mieux. Et effectivement, tu arrives à jouer beaucoup plus haut. Avec Beraldo, visiblement, on a du mal à jouer comme ça. Là où je rejoins pas Elad, ce que j'ai dit, c'est que pour moi, ni Danilo Pereira, ni même Skriniar n'offrent
plus de garantie. Danilo, il me déçoit beaucoup cette année. J'aime le joueur qu'il est. Il a été très sûr. Il nous a dépanné beaucoup, notamment l'an dernier. Mais là, cette année, c'est quand même qui est très très compliqué. On l'a vu encore contre le Havre où il provoque un penalty qui est ridicule. Il y a 2 buts contre lui. Non, il n'y a pas de but contre lui. Le penalty, en tout cas, le but juste avant, c'est Beraldo. non, mais le but juste avant, c'est Beraldo. Il arrive, il lui laisse 5 mètres. Le joueur, il est dans la surface. Il met une talonnade. Non, mais attends, qu'est-ce que tu veux que Danilo il fasse? Il met son pied. Je suis d'accord. Danilo, il met son pied. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre? Non, mais faut arrêter, c'est Beraldo le plus premier globalement, que ce soit Skriniar, de Danilo ou Beraldo. On a tous compris. Et Fabien Ruiz. Ils devront jouer demain. Ils sont pas rassurants. Moi, je le rejoins, ils sont pas rassurants. Après, il n'y a pas forcément mieux que Beraldo pour moi. Il est gaucher, etc. Je pense que Enrique, il y a une certaine cohérence pour lui de le faire démarrer. Mais c'est vrai que c'est pas rassurant, Beraldo. Et Fabien Ruiz, je préférais qu'Anguigny aussi, il me rassure pas du tout. Abou, composition d'équipe du PSG pour demain, tu vois quoi? Moi, j'espère que ce sera Beraldo et Fabien Ruiz. C'est des joueurs en qui j'ai extrêmement confiance. C'est 2 joueurs que je sais pas pourquoi. C'est du troll, là. C'est du troll. C'est un troll. Pourquoi vous rigolez? Moi, c'est 2 joueurs que je trouve extrêmement talentueux. Fabien Ruiz, moi, je crois en ce ressuscitement demain. Je pense que c'est un joueur qui, demain, va faire extrêmement de bien. C'est un joueur qui va faire changer David Elad. Je pense Beraldo, pareil. Beraldo, moi, c'est un joueur vraiment que j'affectionne. J'avais aimé particulièrement son match contre l'Olympique de Marseille quand le PSG nous ont fait très mal. Quand on fait très mal à l'Olympique de Marseille. On n'a pas besoin de lui pour vous battre. Non, on n'a pas besoin de lui pour les battre quand même. Ça, c'est une certitude. Moi, j'espère que demain. Luis Enrique sera rationnel. J'espère qu'il ira pas dans ces trucs parce que lui aussi c'est un coach assez arrogant, un peu sûr de lui et qui aime bien faire n'importe quoi. Mais j'espère que demain il aura la tête froide, et la tête froide c'est de mettre Beraldo et de mettre Fabien Ruiz. Si vous m'écoutez, monsieur Luis Enrique, je milite pour ça. J'espère que la France enverra le PSG en finale de Ligue des Champions. On en a besoin pour l'indice UEFA. Alex, toi qui connais bien Luis Enrique, monsieur championnat espagnol, tu penses qu'il va faire quoi demain? Moi, je pense qu'il va mettre Beraldo, et pour l'équilibre de l'équipe, je suis d'accord avec toi, je pense qu'il devrait mettre Danilo au milieu de terrain avec Fabien Ruiz dans la continuité et pardon, on sort Fabien Ruiz, j'ai dit n'importe quoi, et on met Vitinha et Zahir Emery. Et moi, je veux surtout pas voir Kolo Muani. Il doit pas mettre un pied sur le terrain demain, mais vraiment pas un pied. Moi, je suis pas d'accord. Je l'ai pas trouvé si catastrophique que ça. Il perd 12 ballons. Mais non, il fait des bonnes choses. Il remonte la balle. Il est pas si catastrophique. Honnêtement, là, son entrée, sa rentrée, en fait, il a pas gagné un duel. Physiquement. Là où t'es pas juste, c'est que tu décris Beraldo et tu souhaites que Kolo Muani fasse partie du 11 ans. Non, mais absolument pas. À quel moment là, c'est pas juste. Non, mais attends, à quel moment j'ai dit ça? Si on regarde, à quel moment j'ai dit ça? Non, mais Alex, à quel moment j'ai dit ça? Non, mais c'est Lucas qui vient de le dire. Non, mais moi, il y a un truc qui me surprend juste, Alexandre, si on parle de compo, celle que tu as donnée. Tu trouves que, par exemple, dans l'état actuel, après des changements que tu veux faire, Danilo, il est mieux en 6 aujourd'hui que Ugarte, par exemple? Mais non, mais juste réponds-moi, parce que tu as dit je mets Danilo en sentinelle, comme ça je mets Vitinha et... Il a dit juste moi je préférais mettre déjà sortir Ruiz et soit Danilo, soit Ugarte. Après moi je suis pas à l'entraînement. Mais c'est quand même pas du tout les mêmes joueurs. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais pour moi t'as besoin d'un mec comme ça en 6 qui serait capable de rester en sentinelle, garder des ballons, un peu orienter le tempo du match et avoir 2-8 avec un Zahir Emery dans l'impact et un Vitinha dans l'organisation. Donc en fait, je suis pas à l'entraînement de Paris, je sais pas qui met les chasubles et qui sera titulaire le lendemain, mais en tout cas, pour moi, Fabien Ruiz, il doit dégager, c'est simple, et tu mets soit Danilo, soit Ugarte, celui qui est le plus en forme, celui qui a le mieux joué pendant les entraînements, et tu mets un des deux. Voilà, merci Alex, on va basculer tout de suite et maintenant dans la seconde demi-finale. L'équipe de notre ami Stéphane Desancolo, le Real Madrid, sera opposé donc au Bayern Munich. Stéphane, le match retour s'annonce assez, on va dire, ouvert. Bah, tout à fait, j'étais surpris quand tout à l'heure dans la bande-annonce, tu disais que le Real avait une avance assez large. Je pense que le match retour, ça s'annonce très, très, très compliqué pour les deux équipes. Et je pense quand même que, même si notre ami Thomas Tuchel va dire en presse, je sais pas, j'ai pas vu la conférence de presse de cet après-midi, que ça va être très compliqué, il va quand même dire qu'ils vont gagner, qu'ils vont se qualifier à Madrid, quoi. Il va pas dire on verra, si on a une petite chance, on va essayer, tout ça. Je pense pas. Il va dire on va gagner à Madrid. Et c'est ce qu'il a d'ailleurs déjà dit dès la fin du match. On aurait mérité de gagner. Souvent même il dit ça, alors que c'est pas forcément la vérité. Donc je pense que ça va être très 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 compliqué. Mais ça va être en tout cas un match à regarder. Moi je vois bien encore une fois une séance de tir au but. À noter que le Bayern Munich a perdu
perdu dans la Bundesliga. Oui, j'ai pas vu la compo, mais à mon avis... Ce week-end. Non, mais c'était une compo qui... quasi... et Rafael Guerreiro s'est blessé en plus. Je sais pas s'il sera là. Ils étaient tous là, Harry Kane et tout le monde, Gnabry et tout ça. Le Roi Sané... Par contre, pour revenir sur Dortmund, Davis, il n'y avait qu'un seul joueur. Il n'y a pas Mécano qui a repris, justement. Il n'y avait qu'un seul joueur à Dortmund qui a joué, c'est le gardien de but. Tous les 10 autres joueurs qu'il a mis, c'était 10 remplaçants. Et avec ça, ils ont atomisé, je crois que c'est Osbourg, de mémoire. 4-1 ou 5-1. 5 buts à 1. Elle a dit Real Madrid, Bayern Munich, 2 buts partout à l'aller, on le rappelle. Ouais, 2 matchs allés... à l'aller. Attendez, là, vous parlez du Bayern qui ont atomisé 5-1 ? Non, Dortmund avec ses remplaçants qui a gagné. Ouais, ok. Oui, du coup, je disais, le Bayern, ils ont encore perdu ce week-end. Et ils vont jouer à Santiago Bernabéu. Je pense que juste le nom, ça parle à beaucoup d'entre nous, je pense. Le stade où il pleut jamais. C'est un stade où il fait tout le temps beau. Même quand il y a une tempête, il y a du soleil. Il y a du soleil, n'est-ce pas, Stéphane? Il a remis ses lunettes. J'ai jamais été à Madrid. Il a regardé la météo. Non, mais il n'y a même pas besoin d'y être pour voir qu'il fait beau à chaque fois là-bas. Mais oui, non, moi je pense que le Real maintenant part favori. Mais attention, comme je l'ai dit à l'aller et comme je le dis maintenant, Tourelle me fait très très peur. Et Tourelle peut sortir un truc de son chapeau et gagner, même si c'est médiocrement. Il peut essayer d'aller se qualifier au Real Madrid, mais après ça reste le Real Madrid. Et un Real Madrid avec un Bellingham qui n'était pas en forme à l'aller et qui sera en forme en retour, je pense que ça peut faire très très mal. Il va mettre qui dans les buts Lounine. Non, c'est Lounine. Non, il a dit. Il a dit, c'est Lounine. Non, mais je m'en doutais. Il peut pas savoir Lounine. La finale, il mettra peut-être Courtois. Ouais. Il a le choix maintenant. Lucas. Il a des problèmes de riche. Moi, je rejoins assez là. J'ai l'impression que ça va être très serré. Mais je pense pas que tout repose sur Thomas Tuchel. Je crois que le Bayern a aussi montré qu'en 2 minutes, ils ont bien retourné la situation. Et sans une grosse bêtise de Kim Min-jae, ils auraient pu même l'emporter. Le Bayern a quand même des joueurs qui sont irréguliers, mais qui restent de très bons joueurs. Leroy Sané, Gnabry, etc. Ça peut passer au travers, mais ça peut aussi le faire. Pourtant, pour moi, le Real quand même est grandissime favori là. De ce que j'ai vu à l'aller, il n'y a pas grand-chose qui me laisse penser que le Real à domicile pourrait se laisser avoir. S'il perd, ce sera peut-être au tir au but, poussé au bout de la nuit avec un match qu'ils n'arrivent pas à débloquer. Mais je pense que s'ils arrivent à bien enflammer le match dès le début, le Bayern rentrera à la maison. Mais on a l'impression que justement, le Real Madrid est l'équipe qui a des joueurs qui sont quasiment tous au top physiquement, au top techniquement en cette fin de saison. Mon cher Abou, je ne sais pas si tu perçois la même chose que moi. Ah si, mais c'est une équipe supérieure en tout niveau. Et en plus, ce qui est fou dans cette équipe du Real Madrid, c'est qu'en Ligue des Champions, c'est totalement une autre équipe. Et peu importe les joueurs que tu mets, en fait, dès qu'ils mettent le maillot du Real Madrid, c'est une équipe qui se transforme. C'est des joueurs qui se transforment. C'est des joueurs qui sont au-dessus. On était très inquiets pour eux cette saison avec le départ de Benzema. Comment ça va se passer? Il n'y a pas réellement de neuf. Ils jouent avec une double pointe. Comment ça va se passer? Ils te démontrent au fil de la saison que c'est une formidable équipe. Ce week-end, le Barça vient de leur offrir le titre de champion. Moi, je suis persuadé d'une seule chose, c'est que le Real Madrid va exploser le Bayern mercredi. Ça va se passer que de cette manière-là. Il y aura 3-0 pour le Real Madrid. J'ai aucun doute, mais vraiment aucun doute sur la qualification du Real Madrid. Je pense que s'il y avait quelque Stéphane, chose... on vous entend. Hein. Oui, je pense que s'il y avait quelque chose à faire pour le Bayern, c'était au match aller. Malheureusement, ils n'ont pas su faire. Et là, je suis persuadé que le Real Madrid va se qualifier et sera encore une fois favori pour remporter cette Ligue des Champions lorsqu'ils atteindront la finale. Mais c'est comme tu le disais, cette force qui se dégage de cette équipe, elle est juste incroyable, surtout à ce stade de la saison et avec le nombre de blessés qu'ils ont eu, parce qu'il faut le rappeler, c'est une équipe qui a joué très longtemps sans Rudiger, sans Courtois, qui a joué sans Militao. C'est une équipe qui a eu des énormes blessures et à la base on était toujours très inquiets pour le Real. Comment ça va faire? Comment ils vont remplacer ces joueurs-là? Au mercato en janvier, ils décident de ne pas faire un grand recrutement. Il n'y a même pas de recrutement, je crois qu'il n'y a même pas de joueurs qui arrivent en janvier. Ils décident de ne pas changer l'ossature de son effectif. C'est vraiment ça en fait, c'est la tête froide. Et comme vous le disiez, même quand il fait moche à Madrid, il fait beau à Madrid, et c'est ce qui va se passer mercredi. Le Real ira en finale de Ligue des Champions assez aisément. Alex, en toute objectivité, est-ce que tu penses que le Real Madrid... Il est obligé d'être objectif de toute façon. Non, mais meilleure défense, meilleure attaque. Déjà, quand tu joues à 12 contre 11, t'as toujours plus de chances de gagner. Premièrement. C'est petit. Premièrement. C'est bien une parole de Premier ministre, ça. Deuxièmement. C'est qui le 12e homme? C'est qui? Il a un maillot jaune, justement, et il apporte le beau temps à Madrid. Il sera en Barcelone. Lapsus révélateur. Merci. Merci Negreira. Merci la quiche. Non, mais il sera en rose demain. Ouais, voilà. Non, sérieusement, je pense que... Moi, je le dis depuis le début, encore une fois, réécouter les podcasts, je pense que le Real va se qualifier.
Et je pense pas, je suis pas totalement d'accord avec Abou. Je pense pas que ça va être une formalité. Mais lui, il a dit c'est une boucherie demain. Ouais, non, ça, je pense pas. Après-demain plutôt. Je pense pas. Moi, je pense qu'on aura droit à plus d'occasions de Munich et une bonne percée de Vinicius, un but, on connaît. Le Real qui va se qualifier sans dominer, sans démonstration tactique comme j'ai pu l'entendre ici, mais avec le cœur et puis l'expérience aussi. Et je pense ça va se qualifier 2-1, peut-être 1-0. Mais ouais, une qualification du Real sans trop de problèmes en vrai. Lucas, tu penses la même chose aussi? Je pense que le Real, je l'ai dit. Je pense que le Real Confirmé? va se qualifier. Ouais. Ça peut aller jusqu'au tir au but. Et t'as pas fait changer d'avis, non? Non, parce que on a toujours envie d'y croire, de voir des surprises, etc. Mais ce Real-là, cette année, en plus, c'est. Et c'est surtout aussi que le Bayern n'est pas en forme. Le Bayern n'est pas en forme, mais comme il disait un peu. Sauf fait de jeu, franchement. Quels que soient les joueurs, ils arrivent à. Moi, je suis un peu plus inquiet pour le Real une fois que Carvajal, que Kroos, que Modric seront partis. Mais tant qu'ils sont là, il y a en fait un écosystème autour d'eux, j'ai l'impression. Non, moi, je suis même pas inquiet. Quels que soient les joueurs. Quand ils seront partis, ce sera une. Ah oui, ouais. Il y a des cycles dans tous les clubs. Le petit Brahim qui est là. Restons sur le match de mercredi, les amis. Mais le Real va se qualifier pour moi aussi. Je pense qu'il y a je pense plutôt qu'il va y avoir un énorme cycle qui va se mettre en route pour le Real Madrid et que pendant au moins 4-5 ans, ils vont être intouchables en Liga. En Liga ou en Ligue des Champions? En Liga et en Ligue des Champions. Lucas, ça travaille bien. Ça travaille bien. Je regarde le petit Brahim déjà ce week-end, il fait des merveilles encore. Ils ont des jeunes, ils ont Arda Güler qui arrive, etc. Mais en fait, doucement. Justement, pour qu'un effectif soit mûr, là pour moi il est très très mûr l'effectif du Real. Et avec ou sans Benzema, ils ont montré qu'ils étaient mûrs. Pour moi, quand les gardiens du temple, entre guillemets, seront partis, Ancelotti aussi, en plus des 3 joueurs que j'ai cités, ce sera plus pareil. Pour le moment, c'est le cas. Ils vont continuer à être très performants, mais le Real ne sera pas toujours. Parce que quand toujours là, partis, les amis, on va progresser. En 30 ans, entre 68 et 98, il n'y a rien qui se passe. Une petite précision quand même. Oui, rapidement. J'ai une petite précision à donner parce qu'il faut respecter les auditeurs. Le Bayern de Munich a aligné une équipe ce week-end avec la moitié de ses titulaires sur le banc ou en tribune. Non, pas la moitié. Et Guerrero qui s'est blessé encore une fois. Il y a Choupo-Moting que tu as vu, il y avait Niabri à gauche. Il y avait Tel, dans les titulaires Davis. Davis, il n'était pas titulaire au match aller. Mais il n'était pas titulaire au match aller, mais normalement, c'est un titulaire. Tel, on verra s'il va être titulaire de. Il a fait beaucoup de bourdes d'ailleurs. Ouais. Tel, Davis, Choupo-Moting. Il y avait Leiner sur le banc. Il y avait en défense, je sais pas. Mécano. Non, il est rentré. Mais Kim Min-jae ne jouera pas au retour, je pense. Vu ce qu'il a dit Tourelle sur lui. Non, je pense qu'il y a la moitié des joueurs. Tourelle, il a découpé Kim Min-jae après à cause du penalty. Quand t'as Choupo-Moting, je suis désolé quand même, quand t'as Choupo-Moting en numéro 10 dans une équipe ou en 9,5 du Bayern, c'est quand même pas le même Bayern. Thomas Müller sur le banc. Harry Kane était là. Oui, Harry Kane, oui, la moitié. D'ailleurs, il a fait une très belle passe à Choupo-Moting. La moitié. Qui a décidé de la mettre. Voilà. La moitié, je pense. Il y avait la moitié de l'équipe sur le banc. Ça me surprenait quand même parce que. Les amis, on va aller du côté de Marseille si ça vous gêne pas. C'est bon? Quand même, on va prendre un coup de soleil là, non? Ouais. On a besoin de chaleur. Demi-finale Europa League, l'OM a-t-il dépassé les attentes? On sait tous bien, est-ce que l'Atalanta a-t-elle été tout simplement surévaluée, en but partout au stade Vélodrome? Les amis, qu'est-ce que vous en pensez rapidement du match aller? Et puis après, on va basculer dans la demi-finale retour de l'Europa League. Cette fois-ci, c'est Marseille qui va se déplacer du côté de l'Atalanta. Eh ben, moi, le reproche que je fais à Marseille sur le match aller, c'est de pas avoir dit tout de suite, même Gasset, Longoria, j'en sais rien. De toute façon, on va gagner, c'est sûr. On est meilleur et tout, parce qu'il faut avoir confiance. Quand on l'a vu sur le terrain, les joueurs ont dit après, on les a regardés dans les yeux. Mais je pense que tous ceux qui ont vu le match vont vous dire que l'OM aurait dû gagner, mériter en tout cas de gagner ce match. Donc, moi, franchement, l'Atalanta, je ne vois pas. Tu vas pas me dire que c'est la communication de l'OM qui a fait que l'OM n'a pas gagné. Non, bien sûr que non, puisque je dis la même chose pour le Paris Saint-Germain. C'est ce que ça sous-tend. Non, c'était un petit peu ironique ce que je dis, mais en tout cas, surtout, ça a amené à mon idée que moi, l'Atalanta n'a strictement rien de mieux, de supérieur. Et là, on peut peut-être le faire, le truc des joueurs, là, de zapper les joueurs. Il n'y a pas que des monstres qui jouent à l'Atalanta. Je ne pense pas que ça soit du tout un orgue. Ils sont 6e en Italie. Faut pas en faire. Voilà, c'est ce qui se passe.
s'est passé pendant longtemps par Paris Saint-Germain. On en fait des monstres, c'est impossible, machin et tout. On part perdant, c'est un exploit et tout. Même, je pense que même gagner en Italie, ou quoi, que se qualifier, hein, peut-être ça sera au penalty. En Italie, ça serait pas non plus, je pense, l'exploit du siècle. Ça serait un très bon résultat. C'est du 50-50 pour moi. Voilà. Et là, dit. Franchement, j'en ai entendu quand même des choses. Hein. Pour moi, c'est simple. Hein. L'Atalanta, ok, Marseille ont fait un bon match, mérité ou pas de gagner. Match retour, l'Atalanta vont gagner le match. Moi, je suis persuadé que l'Atalanta vont sortir Marseille. J'ai même pas de doute là-dessus. Si avec une telle ferveur, avec un tel engouement, Marseille n'ont pas réussi à gagner à domicile, on a vu Marseille à l'extérieur, c'est catastrophique Marseille à l'extérieur, qu'on se dise la vérité. Ça, c'est le problème. Marseille à l'extérieur, c'est catastrophique. Ils vont aller jouer à l'Atalanta, c'est pas un stade de fou, c'est pas une ambiance de fou, mais ça va pas suffire. Pas plus tard que cet après-midi, l'Atalanta, ils ont joué, ils ont fait tourner, ils ont gagné assez aisément. Ils jouent sur les doubles tableaux. Non, assez Atalanta, aisément, non. Ils perdaient 1-0 et ils sont revenus dedans. Il a fait 2-3 changements, ils sont revenus, ils ont gagné assez aisément. Faut regarder le match. Ouais, mais c'est pas aisément. Moi, j'ai regardé le match. Est-ce que tu as regardé le match, Alexandre? Bah non, mais Merci. Quand tu regardes pas le match, quand je te dis assez aisément, c'est dans la façon. Dès qu'ils ont rehaussé le niveau. Non, mais il faut voir le but. Faut voir les occasions manquées de l'autre côté. C'est pour ça que je dis assez aisément, c'est dans le jeu. Je parle pas en termes de score, je parle dans le jeu. Et en sachant qu'il a fait tourner au moins 6-7 titulaires qui n'étaient pas présents. Du coup, c'est assez aisément. Il a fait 2-3 changements, ils ont rehaussé le niveau. Il a gagné contre Samaka, il a encore marqué. Salernitana. Ouais. Et Samaka, il a encore marqué. Qui est déjà relégué, non? C'est ça? Oui, qui est déjà relégable. Tout à fait. Samaka. Il est avec 15 points. Oui, mais c'est ce que j'ai. Mais attendez, mais ça change rien du tout. Ils sont 6e de la série. Hein. Ouais. Bon, bref, Samaka, il est en très bonne forme. Et j'avais dit qu'il allait marquer au match aller, il a marqué au Vélodrome. Et je pense qu'il marquera au match retour avec Lookman, El Bilal Touré, etc. Pour moi, ça va le faire. Et pour moi, Marseille vont sortir face à l'Atalanta malgré qu'ils disent qu'on va gagner ou quelque chose d'autre comme ça. Juste vous signaler qu'en Ligue 1, Lille mène face à Lyon 1-0 et qu'on joue la 37e minute. Mon cher Lucas. Moi, je pense que Marseille va se qualifier avec des difficultés, mais je pense que, comme disait Stéphane, ce serait même pas un exploit d'aller se qualifier là-bas. Ce serait un très très bon résultat. Ouais. Moi, j'ai dit depuis le début, hein, c'est une très bonne équipe. L'Atalanta, Gasperini, c'est un super coach. Ils ont 2-3. Non, ils ont des super joueurs. Ils ont des Cop Miners, des KTR. C'est ça les Français. Voilà, tu fais la même chose quand il s'agit de la version du PSG. Après, regarde, non, mais bon, on verra bien. Moi, je pense qu'en tout cas, l'Atalanta, c'est pas une équipe qui est foncièrement supérieure au Benfica que Marseille a éliminé. Donc, je sais pas pourquoi est-ce que Marseille irait pas faire un match nul là-bas et se qualifier au tir au but. C'est tout. Donc, c'est pas. Est-ce que des pas gens victoire, ici. Qualification. J'ai une petite question à Boua. Excuse-moi, après, je te laisse parler. Est-ce que des gens ici ont regardé AS Roma, Juventus dimanche? Oui, moi, j'ai regardé. Ok. Bah, c'est tout. Par rapport une pique à la Ligue 1, c'est ça? Non, mais t'es 6e derrière ces équipes. Je veux dire, bon, moi, franchement, ce que j'ai vu, j'ai pas vu de jeu, j'ai rien vu. Quoi. Ah là là, Stéphane, avec ses conclusions. Mais t'as rien vu, mais ces équipes-là, rapides. Mais ces équipes-là, s'ils jouent contre les 5e ou 4e même de Ligue 1, ils fracassent. On l'a vu au Vélodrome pour l'instant avec l'Atalanta qui a fracassé l'OM. Tu sais très bien que c'est 7e ou 8e de Ligue 1. Allez, Abour, on te laisse réagir. Non, c'est des faits, c'est tout. On verra Brest l'an prochain, ce sera des faits aussi. Ah oui, ça c'est sûr. Ah ouais, ça c'est sûr. Ah bon, on te laisse réagir. Vas-y, ils sont 2e. Moi, pour le coup, au match aller, j'étais présent au stade Vélodrome. Très bonne ambiance, franchement. Ça a poussé fort derrière l'Olympique de Marseille. Après, maintenant, je pense que c'est un match où tu peux t'en mordre les doigts quand même, parce que c'est un match que tu dois gagner, que c'est un match que tu dois gagner 2-1, voire même 3-1. Il y a cette frappe de Unai qui va sur la barre. Il y a Aubameyang qui est tout seul, qui décide de croiser au lieu de piquer. Il aurait peut-être mieux fait de piquer. Il y a ce but de Ismail Assar. Malheureusement, il y a Luis Enrique qui démarre en hors-jeu. C'est sur des petits détails comme ça aussi qu'on voit la différence entre les moyennes bonnes équipes et les très grandes équipes. Donc l'OM aurait dû gagner ce match-là à l'aller, ils l'ont pas fait, c'est malheureux pour les Marseillais. Maintenant, toutes les chances, elles restent quand même du côté marseillais. J'ai vu une statistique passer tout à l'heure. L'OM a 41% de chances de victoire après les matchs qu'ils ont fait au match aller, 41% de chances de victoire au match retour. Après, le foot, pour moi, c'est pas des stats. Et je pense qu'on a surévalué cette équipe de l'Atalanta. Moi, je suis d'accord avec Stéphane. C'est une belle équipe de football, c'est vrai. Mais moi, ce que j'ai entendu, oui, c'est une équipe qui presse haut, c'est une équipe qui fait mal, c'est une équipe qui joue vite, c'est une équipe qui va étouffer les Marseillais. Vous avez vu ce que Lens, ils ont fait à Marseille. L'Atalanta, ça va être 2 fois pire. Ok,
Ok, d'accord. On a vu ce qui s'est passé au Vélodrome. On a vu même Gasperini qui, je pense, est agréablement surpris par le niveau des Marseillais. C'est une équipe un peu illisible, Marseille, et je pense que c'est ça aussi qui fait dire que l'Atalanta va les tuer, parce que c'est une équipe qui joue cette saison qui est très très illisible, Marseille. C'est une équipe qui tantôt va faire un bon match et va sortir de situations gargantuesques. À la Moumbagna, ouais. et tantôt va faire un match où tu comprends pas ce qui se passe, comme le match contre Lens. En fait, le match contre Lens, tu dois jamais le gagner, pourtant tu le gagnes. Et moi, je pense que ce match retour à l'Atalanta, je pense que ils peuvent le faire, les Marseillais, je pense qu'ils peuvent le faire. Je pense qu'ils ont compris aussi qu'il restait qu'un match, en fait. C'est ce match-là, après tu vas aller en finale, qu'ils n'ont plus rien à perdre. Je pense qu'il y a des joueurs d'expérience qui vont faire du bien à cette équipe. Il y a les retours de blessures qui vont faire extrêmement de bien. Quentin Marlin qui revient. Il y a Iliman Ndiaye, s'il arrive à faire le même match, pitié, Iliman, je ne demande que ça. Je demande rien de plus. Si tu arrives à refaire le même match pendant 60 minutes face à l'Atalanta jeudi, je pense que ça fait toute la différence. Et ça va être un très 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 beau match, en tout cas, une très très belle opposition. Mais moi, je vois pas pourquoi l'Olympique de Marseille ne le ferait pas. Et comme le disait Stéphane tout à l'heure, on n'a pas assez confiance en nos clubs français. On y va toujours un peu la queue derrière, la queue entre les jambes, pardon, en disant oui, ça va pas le faire. Bah, là, disons-nous que ça va le faire. Disons-nous que c'est possible. On n'attendait pas l'OM à ce niveau-là face à Benfica. On les attendait pas sortir Benfica. Ils l'ont fait. On n'attendait pas l'OM en demi-finale de Ligue Europa. Ils y sont. Donc, une fois que tu es en demi-finale de Ligue Europa, les portes pour la finale, elles te sont grandes ouvertes. Alex, les planètes s'alignent pour l'OM. Tu es d'accord avec ça? Franchement, moi, dit notre ami Abou. Je partage à 90% ce qu'a dit Abou. Franchement, c'est quoi les 10% Bon, c'est un peu de retenue parce que voilà, je pense pas être aussi catégorique que toi, mais je pense que Marseille a quand même ses chances de se qualifier face à l'Atalanta. Au match aller, comme tu as dit, c'était l'équipe qui était au-dessus, qui méritait de gagner. Même la deuxième mi-temps, franchement, moi j'ai beaucoup apprécié la deuxième mi-temps. Il manquait un petit peu de réussite, mais au final ça, si c'est juste ce qui manque, j'ai envie de dire, la réussite, tu vois, elle peut tourner des deux côtés. Donc, au match retour, moi, je me fais pas trop de soucis. Enfin, je ne vais pas non plus être là dithyrambique à dire que Marseille va se qualifier comme toi, mais je pense que voilà, ils peuvent largement se qualifier. J'ai pas dit qu'ils allaient se qualifier, hein. J'ai dit qu'il fallait y croire. Ouais, moi je suis d'accord et je préfère ce discours plutôt que d'arriver et dire oui, j'ai un peu peur, je sais pas trop l'Atalanta, je ne sais quoi. Non, je préfère qu'on dise voilà, Marseille a ses chances de se qualifier. Les médias français, il faut que là, cette fois-ci, ils soient plus optimistes pour Marseille. Et moi j'y crois, voilà. Et en plus, ce serait vraiment cool d'avoir une finale, d'avoir Marseille en finale. En plus, après, avec la saison un peu en difficulté, en dents de scie qu'ils font, même mauvaise, disons-le, en Ligue 1, ouais. Ce serait bien qu'ils puissent gagner l'Europa League, voilà. Et d'ailleurs, si Marseille se qualifie, Marseille va rencontrer soit le Bayer Leverkusen ou l'AS Roma. Bayer Leverkusen, on peut le dire. Leverkusen a dominé justement 2-0 au match aller. Le match retour arrive dès ce jeudi. L'occasion pour nous justement d'aborder cette rencontre. Là aussi, les amis, quelles sont les chances des deux équipes, l'AS Roma et le Bayer Leverkusen, pour la qualification en finale? C'est pour moi 99 pour les Leverkusen et 1% pour la Roma. Encore plus depuis que je les ai vus jouer dimanche. Non, mais il faut savoir qu'il les a fait jouer. Dybala, il est sorti à la mi-temps, par exemple. Oui. Non, mais Abraham qui est de retour depuis quelques semaines seulement. Non, mais faut arrêter. Je pense qu'on est quand même tous d'accord pour dire. Il faut que tu arrêtes de regarder un match et tu dis, bah voilà, j'ai vu. C'est comme ça qu'on se fait éclater en Europe. Non, mais c'est comme ça qu'on se fait éclater en Europe. Ce que je dois surtout arrêter, c'est que constater qu'il ne faut pas faire notamment. Stéphane, là, tu es en train de dire que tu regardes un match et tu te fais un avis général. Non, mais c'est vrai. Il n'a pas contredit. Non, mais pas spécialement. Non, Malik, il extrapole. Du coup, j'ai même plus besoin de répondre. Pas spécialement toi, mais je sais que même durant la CAN, j'ai vu pas mal d'observateurs comme ça regarder 5 minutes de match et faire des généralités. Je suis 100% d'accord avec ce que pour dire non, la CAN, c'est comme si il passe dans le couloir, il regarde juste. En fait, Malik, toi, c'est la même chose. C'est une caricature, mais en fait, c'est la faillite de Pierre Sage, Malik. Ouais. Éloigné, qui dit que ça ne le dérange pas qu'il ne soit pas nommé parmi les meilleurs entraîneurs de Ligue 1, parce que de toute façon, on ne peut pas juger un entraîneur si on ne vient pas assister à ses entraînements. Donc moi, je suis contre ça. Notamment Pierre Sage, il devait être tombé de la Lune. Il a manqué de sagesse. Donc l'Olympique Lyonnais ouvre tous ses entraînements au public? Non, oui, j'en sais rien. Non, mais c'est pas eux qui votent. Ils parlent des autres entraîneurs. J'en sais rien. Non, mais ils parlent peut-être des personnes qui votent. C'est-à-dire c'est les autres entraîneurs. Mais en tout cas, depuis que Pierre Sage est en place, c'est lui, entre lui et Luis Enrique, ça se bat qui a pris le plus de points. Exactement. Du coup, je ne comprends même pas comment il n'est pas cité.
Voilà. Je ne comprends même pas. Ça, Il a pris plus de points que tous les autres entraîneurs. Mais en tout sur cas, la même période. Et large. Une grande différence. Beaucoup plus que Brest aussi. Mais bien sûr. Tu peux, par exemple, parler de la CAN. Tu parlais de la CAN. Je ne parle pas de moi particulièrement, mais tu peux parler de la CAN ou même de Brest, par exemple. Tu as vu jouer Brest 4 fois cette saison. Tu as vu 7-8 résumés de matchs de Brest. Tu as vu des vidéos des petits bouts de match et tout. Tu peux tout à fait voir les caractéristiques de cette équipe de Brest. Tu n'es pas obligé de les avoir vus jouer sur les 34 matchs de la saison. Donc c'est pareil. Moi, je dis simplement que, effectivement, je n'ai pas vu énormément de matchs de Serie A cette année. Je disais, c'était pour moi un peu une caricature. J'ai regardé ce match, je suis embêté. Qui est ton favori? Pourquoi? Pour quel match? T'as dit pour toi, c'est le Bayer Leverkusen, quoi qu'il arrive. Très largement. Et toi, Eladj? Bayer Leverkusen. AS Roma à domicile. Mais t'avais émis une petite réserve quand on a dit ça? Non. À quel moment? Ah bon, autant pour moi alors. C'est la semaine dernière où il y avait des. Et Lucas, et toi? La semaine dernière, quand même, le débat c'était plus nuancé. Juste après, on va basculer dans la Ligue 1, les amis. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais je pense qu'au vu de la saison qu'a fait Leverkusen et qu'on a vu ce qu'ils ont fait contre la Roma à l'aller, il n'y a pas de doute. Leverkusen va continuer à être invaincu. Il faut un match qui est sensationnel et ils vont les éclater. Ils vont battre Marseille 3-0 en finale, c'est écrit. Ah, parce que Marseille, ils vont aller en finale. Mais moi, après, j'ai annoncé Leverkusen vont finir la saison invaincue dans tous les domaines. Vous allez voir. Ah bon? Regarde le sorcier qu'ils ont à Leverkusen. Comment ça ne peut pas être eux? Ils vont se qualifier pour la finale aisément. Malheureusement, ils tomberont sur l'ogre marseillais qui va leur faire très très mal. Et Marseille surprendra encore une fois l'Europe. J'adore les observateurs neutres comme Alex, c'est magnifique. D'ailleurs, Gasset, il signe 5 ans. Alex, je suis d'accord avec vous, je ne vais pas réinventer. Je pense que Leverkusen va se qualifier et puis on aura une finale Leverkusen-Marseille, j'espère aussi. Et t'as dit quoi? Et derrière, Gasset, il signe 5 ans. Non, c'est Fonseca qui va venir pour jouer avec des champions avec l'OM. C'est pas grave, ça c'est une excuse, tu peux l'écrire dans le quotidien du sport. Non, mais c'est pour moi. Il est courtisé par des clubs qui jouent la Ligue des Champions. Mais il refusera pas. Tout simplement l'Europe. Il refusera pas un club qui a gagné la Ligue Europa. Merci les amis. Ils joueront la Ligue des Champions. On va basculer tout de suite les amis avec la Ligue 1 justement. C'est parti. Alors, retour également sur la Ligue 1, les amis, avec les résultats de la 32e journée notamment. Mon cher Abou, est-ce que tu peux nous faire un point sur le haut et aussi sur le bas du tableau au niveau donc, de cette Ligue 1, avec aussi les luttes pour l'Europe et pourquoi pas le maintien? Bien sûr, pour ce qui est du haut de tableau, l'AS Monaco est assuré de terminer dans les 4 premiers, offrant ainsi une place pour la prochaine Ligue des Champions. Au mieux, les hommes d'Adi Hutter finiront 2e, au pire 4e et pourront jouer les barrages d'accession. De même, le Paris Saint-Germain, champion de France, sera en phase de poule de la Ligue des Champions. Paris est sacré champion pour la 12e fois de son histoire. Et du côté de la Ligue Europa et de l'Europa League Conférence, qu'en est-il? Pour la Ligue Europa, le club qui tient le mieux la corde est actuellement le l'OGC Nice, qui affronte d'ailleurs en ce moment même Lille qui joue contre Lyon. Lille qui mène d'ailleurs 2-0 à l'heure de jeu. Pour l'instant, il y a 2-0 pour les Lillois. Le club du sud de la France compte 51 points, soit 2 de plus que Lens, juste derrière avec ses 49 points. Lens est pour l'instant qualifié pour la Ligue Europa Conférence avec sa 6e place et ses 4 points d'avance sur le 7e, qui n'est autre que Rennes. Mais attention, Lyon et Marseille ont un match de retard que Lyon est en train de jouer actuellement et pourrait revenir à 2 points des nordistes. Si les deux Olympiques vont batailler jusqu'au bout pour la 6e place, la 7e place est également en ligne de mire. Cette dernière, rappelons-le, pourrait être qualificative pour la Ligue Europa Conférence en cas de victoire finale du Paris Saint-Germain face à Lyon en finale de Coupe de France. Lyon qui peut également espérer la qualification en Ligue Europa en cas de victoire face aux Parisiens le 25 mai prochain au stade Pierre-Mauroy. S'agissant du bas du tableau. Pour le bas du tableau, la situation semble difficile pour Clermont, 18e et dernier de Ligue 1. Au mieux, les hommes de Sébastien Bichard, qui est arrivé en mars dernier pour redresser les clubs, peuvent espérer jouer les barrages, c'est-à-dire la 16e place, actuellement occupée par Metz. Les Messins, quant à eux, sont à 3 points du premier non relégable, le Havre, et à 4 points du FC Nantes d'Antoine Camboiré, qui visiblement va réussir l'exploit de maintenir une nouvelle fois le FC Nantes dans l'élite. Et qu'en est-il des Lorientais, nos amis Lorientais, auteurs d'un mercato ambitieux cet été d'ailleurs? Lorient n'a pas remporté de match depuis 8 journées et reste sur 6 défaites consécutives. La fin de saison semble très compliquée pour l'actuel 17e de Ligue 1 qui va affronter l'Olympique de Marseille et Clermont lors de ces 2 derniers matchs. Les Lorientais peuvent au mieux espérer la 16e place, synonyme de barrage. Au niveau de la Ligue 2 justement, est-ce qu'on peut savoir qui est susceptible de monter, voire aussi pour l'été prochain?
Auxerre, avec 70 points et ses 6 points d'avance sur le deuxième du championnat à 2 journées de la fin, semble être promis à la Ligue 1 l'an prochain. Les coéquipiers de l'international malien Lassine Sinayoko, auteur d'une formidable saison, vont probablement retrouver l'élite un an après leur descente. Pour accompagner Auxerre dans ce qui va s'appeler la Ligue 1 McDonald's, ce sont Saint-Etienne et Angers qui vont devoir batailler jusqu'à la fin. Les deux clubs sont à égalité de points à 2 journées de la fin avec une différence de but favorable au vert. Pour ce qui est des demi-finales de barrage, Rodez, le Paris FC, Caen et Laval vont devoir batailler jusqu'au bout pour la 4e et 5e place. La réponse finale sera donnée le 17 mai prochain lors de la 38e et dernière journée de Ligue 2 BKT. Alors les amis, qu'est-ce que vous retenez justement de cette chronique d'Abou en s'agissant de la Ligue 1? Le Paris Saint-Germain champion, c'est déjà acté. Au niveau de la descente, il y a quand même match, si j'ose dire. Ouais, exactement. C'est ce que je précisais quand on prend ma part tout à l'heure avec Philippe Carius, c'est moi, je sens pas trop le Havre. Donc, je vois plus, par exemple, la prochaine journée Metz capable d'aller gagner à Strasbourg. Et le Havre qui va à Nice, ça va être compliqué pour eux. Et même Nantes reçoit Lille. Donc, vous pouvez très bien vous retrouver avec, je crois que Camboiré, je crois qu'il a gagné aucun match à la Beaujoire depuis qu'il est revenu, Camboiré. Il a gagné un match, mais je ne sais plus si c'était à la Beaujoire dans tous les cas. Non, il en a gagné 2 ou 3, 2 à l'extérieur et un nul, et un autre nul là. Bref, ça va être très compliqué et on peut se retrouver avant la dernière journée avec 33 points pour Nantes, 32 pour Le Havre et 32 pour Metz. Metz joue le Paris Saint-Germain la dernière journée, mais personnellement, je vois tout à fait Metz capable de battre le Paris Saint-Germain la dernière journée, surtout si le Paris Saint-Germain va en finale, mais même, de toute façon, ça sera une semaine avant la finale de la Coupe de France. Et s'ils vont en finale de la Ligue des Champions, c'est encore pire, là. C'est pas un match du tout qui les intéressera, quoi. Je ne sais même pas si peut-être Enrique va rester au campus pour faire du padel. Moi, je vois déjà, Clermont, je pense que c'est déjà acté. C'est cuit. Pour la descente. Lorient aussi, je pense que c'est acté aussi. Ils peuvent espérer et pourquoi pas Metz, moi je sais pas, parce qu'il y a quand même 3 points d'écart entre Metz et Le Havre. Moi je vois Le Havre se maintenir. Moi aussi je vois Le Havre se maintenir. Imagine simplement, regarde ton classement là, imagine simplement que Metz joue à Strasbourg qui, comme l'a dit l'ami d'Abou, Patrick Vieira, était déjà en vacances. Donc c'est un derby de l'Est. Donc Metz peut gagner, qui va récupérer Mikotadze, peut gagner, à mon avis, en tout cas à Strasbourg, peut prendre des points à Strasbourg plus facilement que Le Havre à Nice et que Nantes contre Lille. Alex, ton sentiment ? Surtout que Le Havre, là, ils vont jouer contre Nice et en plus, ils vont recevoir Marseille sur les 2 dernières journées. Donc moi, je suis d'avis avec Stéphane, je pense que Metz va se maintenir. Mais je voulais aussi parler de Marseille. Je pense qu'ils peuvent accrocher finalement une place européenne parce que là, ils sont à 5 points de Lens. Mais ils ont un match en retard comparé à Lens et Rennes, et surtout que Lens et Rennes vont s'affronter la prochaine journée, et que Marseille affronte Lorient, se déplace à Reims. Ils jouent Toulouse, son match en retard. Toulouse qui est déjà maintenu. Il joue Toulouse. Marseille, c'est pas Reims le match en retard ? Non, si, c'est Reims. C'est Reims, pardon, le match en retard de Marseille. Ouais. Donc ils reçoivent Lorient, ils se déplacent à Reims et ils se déplacent au Havre. Donc du coup je pense que Marseille peut faire une très très bonne fin de saison. Moi je pense que ça va être compliqué. Il ne faut pas oublier que les Havrais voudront se maintenir. Ils vont jouer à domicile contre Marseille à l'extérieur qui sont catastrophiques. Ça va être très compliqué. Reims aussi, ils vont pas se laisser. Et ce que je veux dire c'est que les adversaires directs c'est Lens et Rennes. En fait là c'est que des équipes, parce que moi j'entends souvent cette formule de le dernier va vouloir jouer le maintien, mais Marseille aussi joue la place pour D'accord, mais j'ai envie de te dire que généralement ceux qui jouent la survie en maintien ont 2 voire 3 fois plus, parce que jouer l'Europe c'est des une survie pour Marseille. C'est très important économiquement pour les clubs. C'est important, je dis pas que c'est pas important. Et même pour les joueurs. D'accord, mais une descente en Ligue 2, t'imagines ? Non mais je suis d'accord, mais ce que je veux dire c'est que les deux ont un truc à jouer. Oui, je dis pas que les deux n'ont pas un truc à jouer, mais généralement quand t'es rétrogradé dans une autre ligue, généralement t'as 2 voire 3 fois plus d'envie de jouer, et là tu oublies quand même quelque part aussi le niveau de l'équipe, quoi. Je veux bien qu'on dise que l'OM André Ayew se fera un plaisir de marquer contre Marseille. Je veux bien qu'on dise que l'OM ils ont un effectif indignes de leur statut, mais ils n'ont quand même pas l'effectif du Havre, quoi. Donc, moi, je pense qu'il y a un tel niveau entre les deux équipes que l'OM, de toute façon, sera favori du match. Si le Havre accepte de rehausser son niveau comme face au Paris Saint-Germain... Au Paris Saint-Germain, oui, c'était un contexte particulier. Moi, j'ai surtout vu et regardé les matchs.
Le Havre-Metz, victoire de Metz, et le Havre-Nantes, victoire de Nantes, quoi. Et là aussi, c'était encore plus important que leur dernier match, des matchs à 6 points pour jouer le maintien, quoi. Donc, je pense pas qu'on puisse... en foot, tout peut arriver. Mais je pense pas que si jamais tu as Le Havre-Marseille et que Marseille est 6e, mettons, à égalité ou devant à la différence de but de Lens, et qu'il faut qu'il gagne pour aller en Ligue Europa, il n'y aura pas photo dans les motivations. Ça sera la même motivation pour Le Havre qui voudra sauver ça. Mais après, il y aura peut-être photo quand même dans la différence d'effectifs et du niveau des joueurs, quoi. André Ayew, je l'adore, mais c'est pas Pierre-Emerick Aubameyang. Lucas, ton sentiment par rapport au maintien au maintien, ouais, déjà pour le maintien, nos amis l'orientés. Déjà le maintien pour Lorient, Metz ou Le Havre, il y a des victoires, mais il y a aussi des matchs nuls. Et je pense qu'il y a des équipes qui risquent de faire nul. Donc je pense que le classement va pas beaucoup bouger d'ici là. Je pense que Le Havre pourrait s'en sortir et que Metz jouerait les barrages. Après, pour moi aussi, Clermont et Lorient, ça paraît terminé. Moi, ce que j'ai envie de retenir aussi sur cette journée, c'est que Monaco conforte la 2e place. Monaco, quand même, pour moi, ils ont largement l'effectif pour être 2e. Ils ont Ben Yedder, Zakaria, Minamino, Golovin, etc., etc. Pour moi, c'était un peu un scandale qu'ils n'aient pas plus mis la pression à Paris. Et là, donc, je vois que Monaco reprend un peu la place qui devait être la sienne en début de saison. Et j'espère qu'ils feront bonne figure en Ligue des Champions l'an prochain. J'ai l'impression que Lille est peut-être sur une meilleure dynamique. Là, ils mènent déjà 2-0, 58 points. Ça se tient en un match. Ils sont à 3 points. À 3 points de Monaco. J'ai l'impression que dans la dynamique... la journée après. Oui, mais j'ai l'impression que dans la dynamique, Lille en différence de but, c'est quoi en être... différence de but? Moi, je pense que ça a été réglé. En différence de but, avec Monaco, ils sont de loin devant. Ouais. Je pense que ça a été réglé. L'affaire Monaco-Lille, elle a été réglée à Louis II quand Monaco a battu Lille. Ouais, je pense que ça va pas bouger. Pour moi, ce serait mieux pour le football français que si Lille se qualifiait directement en Ligue des Champions. Mais c'est ce qui va se passer, ils vont finir 3e. Bah oui, moi aussi je pense. Et plutôt que Brest serait mieux Brest se qualifiera pas. Mais Brest a besoin de se qualifier pour grandir aussi, les amis. Non, ils vont aller en Ligue Europa. Ils vont en Ligue Europa, c'est l'étage en dessous, c'est pas mal. En Ligue des Champions. Grandir comme Rennes, comme Lens. Non, mais côté Oseille, les amis, sportivement, ça va être compliqué. Mais côté Oseille, leur stade ce serait bien pour eux. Déjà pour leur stade, ça va être très compliqué de grandir pour Brest. C'est pas un club avec l'écosystème, avec une base de supporters. À côté, il y a la Beaujoire, ils iront jouer à la Beaujoire, par exemple. Tu vois que Lens, Rennes, ils ont du mal à passer le step. Ça va être trop difficile pour Brest. Mais même la nouvelle formule de la Ligue des Champions l'année prochaine, c'est t'as plus 6 matchs de poule, ou 6 matchs de poule, t'en as 8. Ça va être un rouleau compresseur pour les Brestois. Ça va être très compliqué. Allez en Ligue Europa, faites ça bien là-bas et voilà. Bon courage à Eric Roy. Il y a des beaux matchs en Ligue Europa aussi. C'est pas gentil, le garçon. Non, mais il est pas gentil. Tu vas faire des mécontents. Surtout s'ils gardent pas leurs joueurs. Si on fait je te le dis, c'est du hasard. Surtout vers les premières journées. Après, nous, on accepte de leur reprêter une saison. Jordan taper Aston Villa chez eux. Pas tous ensemble, les amis. C'est la conférence, c'est pas la Ligue Abou Europa. pas gentil, t'es pas gentil. On va partir, les amis, cette fois-ci, du côté de notre ami sélectionneur Didier Deschamps. Didier Deschamps qui va nous donner sa liste, je crois, le 16 mai prochain. C'est parti. Je crois qu'il a été... Je me demande s'il n'a pas été transféré, à ma grande surprise. Alors, les amis, à l'approche de l'annonce de la liste de Didier Deschamps pour les prochains matchs internationaux, quels joueurs pourraient être les surprises de cette sélection, Stéphane? Au rythme où ça va va plus être des surprises d'être retenu, ça va plutôt être des surprises de ne pas être pris. Parce qu'on va jusqu'à 26, c'est ça? Il peut aller jusqu'à 26. Maintenant, il faut quand même rappeler qu'à la Coupe du Monde, il en avait pris 25. Il n'en avait pas pris 26. Donc, il n'est pas non plus obligé d'en prendre 26. Il peut même rester à 23 s'il veut. S'il veut, même pour en prendre que 11, après tout. Mais, bref, qui va en profiter? Moi, je pense que je vois un joueur, notamment, vous allez peut-être tous... bondir, qui pourrait en profiter, c'est Christopher Nkunku, qui vient de faire son retour à Chelsea. Il n'a pas le rythme. Voilà, je m'en doutais. Il vient de faire son retour. Je pense, si je dis ça, c'est parce que donc il vient de faire son retour avec Chelsea. Là, il a joué 15 minutes. Il reste encore 2 matchs, je crois, en Première Ligue, plus 2 matchs de préparation, et que peut-être, il peut essayer de prendre le risque, parce que il a quand même un profil complètement différent de tous les autres. Il n'y a aucun joueur de l'équipe de France qui a le profil. Et notamment, par exemple, on l'a vu... Il prend un coucou, il ne prend pas Lacazette. Non, je n'ai pas parlé... D'abord, 26, donc il peut y en avoir plusieurs. Mais dans Lacazette, on a bien compris que c'était un problème différent que celui de niveau. Donc je dis Nkunku parce que je pense, par exemple, c'est celui qui... T'as des infos là-dessus? Non, mais tout le monde le sait. Non, mais tout le monde le sait. Vous savez quoi que moi je ne sais pas, les amis? Simplement que Lacazette n'ira jamais. On n'ira plus jamais en équipe de France tant que c'est Didier Deschamps. Lacazette, il n'ira pas. Ouais, moi je suis. Il s'est passé des choses?
Je suis quasiment d'accord. Mais Je crois qu'il lui reproche une tournée en Amérique du Sud. Ouais, au mois de juin, ça s'était pas très passé. Quand tu joues en équipe de France, il faut juste. On parlait tout à l'heure tu joues en équipe de France, ton dernier match. Mais on a déjà vu Didier Deschamps pardonner. On se rappelle de Valbuena, on se Rabiot, rappelle même de Rabiot. Rabiot, même de Benzema. Valbuena, il n'est jamais revenu. Non, et Benzema, c'est parce qu'il y on avait part sur un terrain glissant. On part sur un terrain glissant. Moi, je pense que. On sait pourquoi Valbuena et Rabiot ils ont été pardonnés. Oui, Stéphane, c'est possible. Oui, Stéphane, on te laisse finir. Il a pardonné Payet aussi. Je dis juste que. On te laisse finir. Je dis juste que quand tu joues ta dernière sélection en 2017, c'est-à-dire il y a 7 ans, que tu marques 2 buts et que tu n'es plus jamais rappelé après, c'est plus une question de niveau. Tout le monde est d'accord. Surtout, regarde les saisons de Lacazette à Arsenal. Elles n'ont pas toutes été exceptionnelles, mais il y en a beaucoup qui ont été quand même très très bonnes. C'est probant quand même. Et il l'a jamais eu. Donc ça me paraît évident. Alors donc moi je dirais Nkunku qui peut en profiter, qui n'aurait peut-être pas été pris, qui peut peut-être se dire quand j'ai le droit à 26, je vais prendre quelqu'un qui peut jouer peut-être moins. Mais je pense par exemple malheureusement là il n'a pas le niveau peut-être physique. Le principal, le seul qui peut éventuellement essayer de remplacer un Griezmann dans une équipe de France. En 9,5. Donc s'il appelle Nkunku par exemple, peut-être que Kolo Muani. Non. Barcola. Parce qu'on se rappelle que Kolo Muani a été appelé parce que Nkunku a été blessé. Kolo Muani, je pense qu'il prendra Kolo Muani. Malgré tout. Il peut prendre. Ouais, je pense qu'il prendra. C'est un titulaire indiscutable. Là, je parle pas de niveau. C'est dans la politique de Deschamps. Il l'a dit avant. Même en parlant de Barcola. Ouais, cette forme de fidélité, de loyauté. Il a ouvert la porte à Barcola. Il a dit, c'est pas mon habitude de prendre des joueurs que j'ai pas pris récemment et tout. Comme avant, il avait dit, vous l'avez déjà, de toute façon, tous les joueurs, sauf blessure, les joueurs qui seront dans la liste, c'est ceux qui sont passés les 2 dernières années en équipe de France. Ce qui est pour le cas pour Nkunku. Voilà. Mais quid, par exemple, d'un garçon comme Ferland Mendy, avec la blessure notamment Voilà, ça c'est autre chose. Ferland Mendy, c'est pas bénéficier de la liste des 26. Moi, beaucoup plus que Lacazette. Non, mais là, il y a Lucas Hernandez qui est blessé. Lacazette. Moi, je pense qu'il va le prendre. Ouais, moi aussi, je pense qu'il va le prendre. Je trouverais ça incroyable qu'il le prenne pas. Pourquoi déjà ça se fait un non, mais il peut ne pas le prendre et prendre Digne, par exemple. Moi, je pense qu'il va prendre Ferland Mendy. fait une bonne saison. Il avait déjà appelé Ferland Mendy. Rappelez-vous, en début de saison, il avait déjà appelé Ferland Mendy. Pas tous ensemble. Oui, en début de saison, il avait déjà appelé Ferland Mendy. Malheureusement, le joueur du Real Madrid s'était blessé, donc il n'avait pas pu le prendre. Mais je trouve qu'il apprécie Ferland Mendy. En plus, il trouve que c'est un joueur qui peut jouer autant à gauche qu'à droite, même si Ferland Mendy préfère à gauche. Donc je pense qu'il va prendre Ferland Mendy. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est plutôt pour devant. Parce que il y a Moussa Diaby qui fait une plutôt bonne saison avec Aston Villa. Non, il joue pas, il est pas remplaçant. Il est assez remplaçant. Moi, je trouve il va le prendre aussi. Ouais, mais si. Ah oui, il a pris 26. À 26, il peut prendre Barcola, Nkunku, Moussa Diaby, Kolo Muani, Thuram et Mbappé. Giroud, Mbappé. Coman qui revient de blessure. Non, Coman, il ne viendra pas. Coman va venir. Je pense que Coman, il ira. Ce sera Coman et Diaby, pas les deux alors. Je vous parie que là, ça fait 9 attaquants alors. Coman, Diaby, pas les deux, les gars. Non, moi je pense 26 joueurs, c'est pas trop Coman que je pense que si Barcola finit bien, surtout en Ligue des Champions, il risque de remplacer Coman. Je suis d'accord. Je pense que Barcola. Tu sais pourquoi ? Parce que imagine, avec tous les blessés, en tout cas les probables méformes, ou pas Mécano, Nkunku, tout ça, c'est pas en forme. Tu peux pas enchaîner Diaby qui manque de rythme parce qu'il est souvent remplaçant. Ça va faire beaucoup de joueurs quand même qui n'ont pas le rythme des 90, mais même Kylian Mbappé qui est davantage ménagé au niveau du Paris Saint-Germain. Moi j'ai peur qu'on ait une équipe qui ne soit pas dans le rythme durant cette Euro. Les amis, à présent, quel choix pour quel résultat ? Alors, suite à la séparation entre le Stade de Reims et son entraîneur Will Steele, Habib Beye pourrait-il être le candidat idéal pour prendre la relève ? Les amis, j'attends vos avis sur la question. Pour prendre la relève où, ça ? Au niveau Marseille de Reims. En tout cas, pour ma part, il y a Will Steele qui est parti. On sait tous que Reims avait déjà sollicité Habib Beye, jadis. Alors aujourd'hui que... Pour Reims, je ne sais pas, mais je pense que pour sans entraîneur, entre guillemets. Est-ce que Habib Beye est la personne idoine ? Pour moi, non. Pour moi, Habib Beye, ce qu'il faut, c'est qu'il fasse une saison en Ligue 2 avec le Red Star. Je trouve qu'il a une saison très bonne. En national, il est champion et tout. C'est génial. Moi, je pense qu'on juge beaucoup Habib Beye, le consultant, qui est très pertinent par ailleurs. 2 saisons, une saison et demie, il était arrivé en cours de saison. 2 saisons, ouais. 2 ou 1,5, ouais. Mais en tout cas, c'est cette année-là où il arrive à avoir des vrais résultats, à les faire progresser, à les amener en Ligue 2. Pour moi, ce que je disais, c'est qu'on juge beaucoup Habib Beye, le consultant, pas assez l'entraîneur à mon goût, et qu'on devrait le laisser faire une deuxième saison en Ligue 2 pour qu'il s'habitue bien, avant de vouloir aller trop pour lui, parce que pour moi, c'est pas lui rendre service, même si...
Il a l'air d'avoir un vrai potentiel, il a l'air de connaître le jeu, il y a des qualités évidentes chez Habib Beye, mais pour moi c'est un petit peu tôt, et je pense que c'est la fausse bonne idée. Stéphane, rapidement. Ouais, moi je partage tout à fait son avis. Je pense que c'est vraiment aussi pareil une fausse bonne idée. Il faut attendre pour même dire que Habib Beye est un bon entraîneur. Il faut encore attendre un peu de temps, quoi. C'est vrai qu'il a réussi au Red Laurent Star. Blanc, il a enchaîné Bordeaux tout de suite. Hein. Pierre Sage, il débarque, l'Olympique lyonnais n'arrête pas de monter. Ouais, non, moi, c'est mon avis, hein, maintenant. Et en plus, je crois bien même avoir vu quelque part Jean-Pierre Caillot démentir complètement l'information qui disait que Habib Beye était annoncé du côté de Reims. Moi, je pense que la Ligue 1, c'est trop compliqué. Et c'est trop tôt. Et je veux dire, c'est juste c'est un peu même agaçant parce que il y a le pouvoir des médias, cette espèce qui fait qu'effectivement, les médiatiques, on l'entend parler. Moi, personnellement, j'aime bien le garçon. Je ne supporte pas de regarder. J'ai beaucoup de mal à regarder les matchs quand c'est lui qui les commente, parce qu'il te fait une analyse technique, tactique. Regarder l'autre qui rentre comme ça pour ci, pour ça, c'est pas ce que j'ai envie. Mais bon. Donc, non, il parle pas de foot du tout. Non, mais t'inquiète pas que Abou, j'en ai parlé par exemple avec des commentateurs très connus de Canal, par exemple, qui me disaient oui, t'as tout à fait raison, faut effectivement le canaliser. Voilà. Il y a peut-être aussi un peu de jalousie, mais en tout cas. Non, je pense pas. Il était plus. Il y a un juste milieu aussi. Wenger, il disait oui tout le temps. Et... Oui, non, mais bien sûr, non. Mais et puis après, il y a non seulement. Jean-Pierre n'était pas plus fameux, mais. Non, mais même. Moi, je dis juste, il y a juste un truc important, c'est que moi, je dis, ça m'agace. Je dis pas, c'est pas bien, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Si les autres, ça intéresse les autres, tant mieux. Ton sentiment ? Moi, je pense que c'est un bon défi. Voilà, moi je pense que c'est un bon défi. Reims en plus, tu sais que on t'attend pas forcément du côté de l'Europe, on t'attend pas forcément juste un maintien, quoi. Du coup, moi je pense pour une première expérience avec une équipe de Reims que j'ai vue, je pense que Habib Beye peut, maintenant je pense qu'il peut prendre le risque d'aller là-bas. Moi je pense que faut arrêter de rétrograder nos entraîneurs et leur dire non, faut qu'ils restent en Ligue 2, en National, en truc. Non, maintenant s'il se sent prêt, s'il a l'opportunité, pourquoi pas. Will Steele, il avait personne. Il n'était pas entraîneur, vous avez vu de la réserve encore des petits. Donc c'est un échec. C'est pas les mêmes profils. C'est un échec quand même. C'est un échec. Non, dans l'ensemble. Pour moi, c'est un échec. Pour moi, c'est un échec. Abou, rapidement. Non, il y a Stéphane qui disait que Jean-Pierre Caillot avait démenti il y a quelques jours le fait que Habib Beye pourrait signer là-bas. Ça veut rien dire. Non, mais c'est vrai, mais il y a Foot Mercato aussi qui, par le biais de Seb Nonda, qui a annoncé cette journée qu'une rencontre a bien eu lieu entre les deux il y a quelques jours. Donc il y a moyen qu'il aille là-bas. Et moi, je lui souhaite en tout cas à Habib Beye d'aller au Stade de Reims. Je pense que c'est la parfaite succession à Will Steele. Je trouve que c'est une équipe qui fait très bien jouer ses équipes. Je sais pas si vous avez vu un peu le Red Star cette saison, mais ça, à part là sur cette fin de saison où ils ont tout lâché parce que non, jamais vu le Red Star. Mais je pense qu'il a une bonne philosophie. Je trouve que on le réduit beaucoup à l'homme qu'il est, à la manière dont il parle, parce que c'est vrai qu'il parle très bien, qu'il est très, comme tu le disais, dans les tactiques, etc., et que c'est agaçant. Mais en tout cas, ce qu'il dit à l'oral, il arrive à l'appliquer sur un terrain de football. Et moi, j'ai envie de voir ça au niveau, quitte à ce qu'il se casse la gueule, quitte à ce qu'il se tombe et qu'il se fasse mal. Mais j'espère pour lui et pour le Stade de Reims que ça se fera. Premier ministre, tu clôt. Non, mais moi je suis d'accord avec Stéphane et Lucas. Pour moi, c'est trop tôt. Trop tôt. Le gars, ça fait 1 an et demi qu'il est au Red Star. Pourquoi vous êtes frileux comme ça, les amis? Non, mais continuité, c'est bien. Au contraire. C'est ce qui fait que nos entraîneurs, ils restent et ici. voilà, c'est là que tu te trompes. Au contraire, c'est très bien que tu fasses une saison, tu restes au Red Star. Mais tu apprends en échouant. Il a raison, Thierry Henry, c'est grillé comme ça. Tu restes au Red Star, tu fais une bonne saison. Par rapport à Steele, là. Là, Steele, il va aller en Angleterre. Tu vas voir ce qu'il va faire. Ouais, on va voir, ouais. Si tu veux, on verra bien, mais peu importe. Attends, mais laisse-moi terminer. On laisse Alex finir. Terminer. Pour moi, c'est trop tôt. Il n'y a pas le feu. Autant attendre qu'il fasse une saison au Red Star, voir comment ça donne. Gérer un vestiaire en national, c'est pas la même chose que gérer un vestiaire en Ligue 1, avec toute la pression, avec les réunions avec le directeur sportif, tous les enjeux qu'il y a, c'est totalement différent. Donc laissons Habib Beye là où il est tranquille. Il va profiter de son été, il reprendra la Ligue 2 en juillet. Ça va être très bien, mais le mettre directement dans l'étape au-dessus, alors que ça fait même pas 1 an, même pas 6 mois vraiment qu'on parle de lui en tant qu'entraîneur. En tant qu'entraîneur, je parle. En tant qu'entraîneur. Ah non, ça fait 2 ans déjà. Non, mais en tant qu'entraîneur, relancez pas, on a fini. Pour moi, c'est trop tôt et laissons Habib Beye. Juste, dernier mot pour dire qu'il y a quand même un grand, excusez-moi, toujours, je pense à nos amis auditeurs, un grand manque de respect, par exemple, quand même pour Reims. Parce que Reims n'est pas du tout une équipe qui va attaquer la saison en disant on joue le maintien. Reims l'a dit en début de saison, c'est pour ça que je dis que c'est un échec. Will Steele a dit que cette année, il visait l'Europe. Ils visaient les 6-7 premières places. Ils vont terminer
là, ils sont 11e ou 12e, ils vont terminer 10e. C'est un échec qu'il a eu. Et puis, il ne faut pas comparer un ancien adjoint qui est mis en place parce qu'on a viré l'entraîneur. Ça marche bien, on le garde, il prend confiance et tout, avec un entraîneur qui vient d'un niveau beaucoup plus bas et qui monte. Moi, c'est mon avis. Maintenant, il peut réussir, c'est peut-être un génie, Habib Beye. Mais je vois pas pourquoi. Il va pas aller à l'OM, c'est trop compliqué et tout. Mais par contre, il peut faire Reims, c'est un joueur qui vaut le matière. Je suis désolé, je trouve c'est manque de respect. Reims vise les 6-7 premières places comme il les visait, c'est là. Et il a eu un échec. C'est un échec. C'est ce qu'ils ont dit. Hein. Tu vois l'effectif, merci ils ont des bons les joueurs amis. et tout. D'avoir été présent aujourd'hui dans cette émission de Bout du Foot. On va remercier Jason Lindor qui réalisait cette émission ainsi que Kali. Merci Lucas, merci Abou, Alex, merci beaucoup. Stéphane, le quotidien du sport.fr, allez-y, le consulter via les réseaux. Aladj, merci à toi. On se donne rendez-vous lundi prochain dès 20h30 en direct sur monpariefm.com. Salut. Marseille aussi.